Bonjour la team replay sur YouTube et sur Patreon. Merci beaucoup d'être toujours un peu plus nombreux et nombreuses sur les petites vues. Merci d'activer la cloche. Merci de vous abonner. Merci de laisser des commentaires et des pouces. Ça me fait très plaisir. Et en plus, ça m'aide. Aujourd'hui, on parle de tech. Et si vous aviez envie un petit peu de rire de manière sarcastique, de vous énerver, je vous ai gâté. Puisque entre les robots compagnons intimes, les miroirs de l'espace qui vont permettre de payer pour qu'il n'y ait plus de nuit, voilà. Et Donald Trump aussi, on aura été gâtés. Il y a aussi des trucs plutôt cool dans la tech dont je vous ai parlé. Vous allez voir, c'était assez riche. Je vous fais des gros bisous, bon visionnage et à demain pour un replay jeux vidéo. On va parler de tech aujourd'hui, mais juste avant, évidemment, on sort de la Coupe du Monde, donc il fallait forcément qu'on parle un petit peu aussi de cette actu Coupe du Monde et surtout de la simulation et du pari de eSport FC. Donc je vous rappelle que il y a toujours des mascottes qui essaient de parier sur les gagnants et les gagnantes de la Coupe du Monde. Il y avait un corgi, il y avait un poulpe et eSport FC, donc l'ancien FIFA, eh bien, avaient parié et ils ont encore gagné. C'est fou. Grâce à leurs stats, grâce aux stats des joueurs et des joueuses qui jouent, grâce aux stats qu'ils relèvent sur les joueurs réels par rapport à leurs joueurs de jeu, ils ont eh bien, désigné pour la 5e fois consécutive, je crois, les bons vainqueurs. Vous voyez ici, il y a eu le fameux tweet. On en a déjà trouvé 4 à la suite des vainqueurs de la Coupe du Monde. On a refait des tests. Voici le prochain champion selon nous, ce sera l'Espagne. Voilà, incroyable. Donc c'est un tweet qui datait du 6 juin 2026, évidemment à la veille de la compétition. L'Espagne faisait partie des favoris, hein, peut-être des 3 favoris, mais voilà, la France était quand même peut-être devant dans l'esprit des gens et peut-être aussi comment dire, l'Argentine. Et assez impressionnant, bah, ils ont réussi, bien sûr. Et c'est évidemment un très, très bon coup de pub pour eux, pour EA d'avoir cette forme de crédibilité dans la base de données des joueurs, dans les simulations, des matchs, entre humains ou entre ordinateurs et j'ai envie de dire, pour la 5e fois d'affilée et bien d'arriver à prédire le vainqueur correct, sachant qu'il n'y a jamais eu, de vainqueur, hem, il n'y a jamais eu personne qui ait gagné 2 coupes du monde depuis un petit bout de temps d'affilée. Eh bien, c'était pas mal, même si voilà, du coup, ça pouvait pas être l'Argentine, quasiment. C'était juste le petit point actu et jeux vidéo, mais évidemment, on va parler eh bien, de tech aujourd'hui avec une vidéo, mesdames et messieurs, une vidéo qui m'a buté. Je sais que je n'aime pas eh bien, parler de Donald Trump. Encore une fois, on est là pour parler de tech et de jeux vidéo, mais on parle aussi de société parce que c'est lié à tout ça. Et évidemment, quand je me suis obligé de parler de Donald Trump, eh bien, je dois parler, évidemment de Donald Trump qui parle de jeux vidéo ou qui parle de tech. Donc là, c'est pas Donald Trump qui s'est encore une fois incrusté sur le podium pour être sur la photo avec les vainqueurs de la coupe du monde, cette espèce de gros forceur. Non, ici, c'est Donald Trump, eh bien, qui s'en prend au CHIPS Act. Et le CHIPS Act, je vous rappelle, c'était une initiative du gouvernement Biden pour aider les entreprises américaines à retrouver, on va dire, une forme de souveraineté, une forme de compétitivité dans le monde eh bien, des semi-conducteurs. Et voici ce que Donald Trump a à dire là-dessus. C'est assez Said incroyable. chips. We had this ridiculous CHIPS Act where you give billions of dollars to a company and they didn't even know what the hell to do with it. You give them billions of dollars, they say they're going to build. Nobody knew what to do with it. And of course, the standards were so high. If you weren't transgender, you didn't qualify. So they'd get the money, they'd look all over for transgender people to run the company, large portions. They couldn't find them. They weren't into the chip making business, I guess, right? Donald Trump qui nous explique que le CHIPS Act distribuait des milliards de dollars à des entreprises pour qu'elles fabriquent des semi-conducteurs. Mais pour cela, il fallait qu'il y ait des personnes transgenres dans l'entreprise pour recevoir ces aides de plusieurs millions de dollars, selon Donald Trump. Alors, vous savez, bon, bref, la fixation des FAF actuelles sur les transgenres. Et on est là, genre, what? Il a bien dit que là, le CHIPS Act forçait les entreprises de la tech américaine à trouver des dirigeants et des dirigeants transgenres pour obtenir l'argent et ils n'en trouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas dans ce business. Évidemment, évidemment, Donald Trump a confondu transgenre et transistor, puisque effectivement, le but du CHIPS Act était de donner de l'argent pour
poussé à fabriquer plus de transistors, des trans. Voilà. Sauf que dans le jargon de la tech, on parle souvent de trans pour transistor. Vous pensez que c'est faux? Je vous rappelle que c'est quand même un gouvernement qui a effacé le nom de Bombardier, qui a lâché la bombe sur Hiroshima parce que le bombardier s'appelait Enola Gay. C'est vrai. Donc là, ce que je vous montre, les gens, là, je vais couper le son. Les propos de Donald Trump sont des vrais propos qui ont été lâchés, hein. C'est des vrais propos. Il a confondu transistor et transgenre. C'est absolument, absolument dingue. Je crois aussi qu'ils avaient aussi, ils s'étaient attaqués à des entreprises qui faisaient des opérations sur des trans mouse, donc des souris trans, mais ils avaient confondu aussi transgenre et transgénique. Voilà. De toute façon, eux, vous avez compris encore une fois que on est dans une époque où on peut plus trop taper sur les homosexuels comme dans les années 30-40. Donc désormais, on tape sur les transgenres, c'est les nouveaux méchants qui doivent faire peur à vos familles et à vos enfants tout à fait cis, et que on va trouver toutes les occasions. C'est juste absolument incroyable. On est, on est pire que dans Idiocratie, évidemment. On est vraiment dans l'ambiance, vas-y, juste laisse grand-père parler. Au bout d'un moment, il va s'endormir tout seul et puis on pourra commencer vraiment le déjeuner de famille à discuter entre nous, mais juste laisse-le parler, quoi. Mais c'est fou. Gwenina qui dit: «La fixette du monde sur nous est terrorisante à vivre, je trouve». Ah bah, en fait, ce que je trouve fou, c'est que, les personnes trans étaient pas du tout, du tout, du tout, du tout dans le radar des fascistes, ces dernières années. On a bien compris qu'il fallait qu'ils trouvent des nouveaux et des nouveaux, comment dire? Des nouveaux, étendards, de haine et des nouvelles, comment dire? Des nouvelles rhétoriques puisque, évidemment, la rhétorique fasciste des années 50, c'était, bah, plutôt les gitans, les juifs et les homosexuels. Donc là, il a fallu trouver de nouvelles personnes. Donc on a dit: «Bon, bah, ça va être les vénézuéliens, ça va être les latinos, et ça va être les trans, du coup, parce qu'on peut plus trop faire les homosexuels, maintenant, voilà. Bref, encore une fois, vous connaissez, toujours la haine et la manière de l'instrumentaliser, mais on arrive à des moments où on pourrait en rire, évidemment, mais on ne peut évidemment pas en rire parce que derrière, il y a des crimes, derrière, il y a des pressions, derrière, il y a des menaces, évidemment, sur les communautés trans et les personnes trans, et c'est juste absolument incroyable. Merci Lozarifus pour le 32e mois d'abonnement. Mais, enfin, évidemment, il a été, repris, mais par personne de son gouvernement. Personne n'est revenu derrière, pour dire effectivement il a dit des conneries. Mais on est quand même à un moment où, un président des États-Unis confond transgenre et transistor et arrive à en sortir une rhétorique transphobe. C'est juste absolument incroyable, et ne me lancez pas sur, son secrétaire de la guerre qui veut désormais essayer d'injecter de la testostérone dans les soldats américains parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il y aura des ultimate warriors. Bref, on est évidemment dans toute la mythologie et le fantasme, des super soldats nazis. What a time to be alive. Merci beaucoup Flexbox Live aussi pour ton subprime. Bienvenue à tous. Je vous préviens, aujourd'hui, vous allez peut-être rager contre les gens de la tech, mais je voulais commencer quand même par, on va dire, le plus débile et le plus dangereux d'entre tous, parce qu'encore une fois, c'est un homme qui est débile, mais c'est un homme qui malheureusement a beaucoup de pouvoir. Justement, on va rester dans la tech qui fait plaisir et on va parler maintenant de Flock. Alors, Flock, c'est quoi? J'en profite d'ailleurs pour faire mon petit post de réseau social que j'avais encore oublié. Flock, c'est quoi? Flock, c'est une entreprise qui installe, eh bien, des caméras de surveillance qui se chargent avec des panneaux solaires et qui lisent les plaques d'immatriculation, voilà, des Américains. Et c'est ce que fait Flock. Ok. Bon, le problème qu'on a, c'est que, évidemment, cette entreprise privée, je vous le rappelle, se retrouve au milieu d'une énorme, énorme, énorme et d'une grandissante, j'ai envie de dire, colère là-dessus. Donc, Flock, qu'est-ce qui se passe? Flock vend à des communautés surtout et des services de l'ordre. Eh bien, Flock vend ces fameuses caméras que vous voyez ici. Voilà. Ils vendent ces caméras avec un panneau solaire. Ça veut dire que 24 heures sur 24, vous avez une caméra qui va, eh bien, prendre en photo que des plaques d'immatriculation. Que des plaques d'immatriculation, bien sûr. Ça, évidemment, foreshadowing pour la suite. Et puis, comme on est aux États-Unis et qu'on avait déjà vu des abus potentiels avec les sonnettes Amazon qui étaient vendues par les services de l'ordre américains, eh bien, désormais, on se rend compte évidemment que les caméras Flock et les flottes de caméras Flock, eh bien, sont utilisées à des fins
abusives. Voilà. La première, c'est que alors elle est un peu folle. La première, le titre est génial de Mother Jones, c'est que les policiers n'arrêtent pas de perdre leur boulot en utilisant les caméras flocs pour espionner des gens. L'histoire est assez dingue et en fait, c'est une histoire qui a levé un lièvre et qui, désormais, est une sorte de cause nationale. On s'est rendu compte, eh bien, qu'un, shérif d'une ville utilisait les caméras flocs pour stalker son ex et stalker le nouveau partenaire de son ex. Il a utilisé, 160, requêtes de caméras flocs pour, eh bien, traquer sa partenaire. Incroyable! Tiens, 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 des technologies, tu sais, par des stalkers. Qui l'eût cru? Et ce qui est fou, et c'est là où il y a comment dire? Il y a un rebondissement qui est à pleurer de rire si c'était pas encore une fois aussi grave sur la vie privée des gens et au hasard des femmes. Mais du coup, il y a une enquête qui a été ouverte sur cet homme, ce policier, ce shérif, qui avait abusé, de ces caméras et donc l'enquête a déclaré la personne coupable, mais attention mesdames et messieurs, l'enquêteur s'est fait choper lui-même à utiliser les services Flock pour stocker également une personne de son entourage. Voilà, c'est incroyable. Donc le policier s'est fait choper, le policier qui enquêtait sur le policier s'est lui-même fait choper, et on s'est rendu compte en fait, eh bien qu'à travers tout le pays, parce que Flock a déployé des dizaines de milliers de ces panneaux, ils ont des contrats avec plein de municipalités et plein de forces de l'ordre, eh bien, il y avait évidemment des abus complètement fous. Mais là où c'est encore plus dingue, c'est que évidemment, dans les États-Unis aujourd'hui qui bafouent et violent les droits des Américains et voire tuent des Américains littéralement, on s'est évidemment aussi rendu compte, eh bien, que les forces de l'ordre américaines, notamment l'ICE, utilisaient les caméras floc pour stalker les gens et notamment les migrants et pour aller chez eux, violant au passage le quatrième amendement américain. Donc, pour le dire très très rapidement les gens, en gros, aux États-Unis, on ne peut pas, on peut pas enfin, les policiers ne peuvent pas faire absolument tout et n'importe quoi. Ils ne peuvent pas récupérer des informations de manière illégale pour venir, par exemple, vous arrêter. C'est des preuves qui deviennent irrecevables. Donc ils ne peuvent pas, venir chez vous normalement sans document pour rentrer chez vous. D'ailleurs, vous devez les laisser rentrer chez vous, un peu comme les vampires. Ils ne peuvent pas utiliser des informations, illégalement aussi. Et voilà, c'est le quatrième amendement qui, globalement, protège, eh bien, les citoyens américains et qui oblige les forces de l'ordre à agir dans un certain cadre légal. Mais là où c'est évidemment drôle, c'est que désormais, les forces de l'ordre, eh bien, sont des data brokers, puisque les forces de l'ordre font installer par les entreprises privées des systèmes de surveillance et qu'après, les entreprises privées revendent aux forces de l'ordre les datas. Donc en fait, les forces de l'ordre n'ont, selon la loi, pas espionné elles-mêmes, puisque c'est l'entreprise privée qui l'a fait et qui peut le faire, mais via des data brokers, les forces de l'ordre eh bien, récupèrent ces informations. Et on a vu notamment eh bien, des descentes et des arrestations de migrants ou de personnes qui posaient problème selon la police, par la police en utilisant les caméras floc et les informations de ces caméras qui sont eh bien, disséminées un peu partout aux États-Unis. Et évidemment, là, encore une fois, on a le peuple qui commence à se soulever et désormais sur internet, les gens commencent à partager des vidéos d'eux en train d'éclater les caméras et en train de péter les poteaux, de démonter les trucs et cetera. Il y a, un vent de révolte qui se lève, dans à peu près toutes les villes où les flottes de flocs sont déployées. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que dans ce deuxième article sur Yahoo News, on apprend que, j'ai envie de dire, encore une fois, petit retournement savoureux et amer de la situation. Flock a annoncé que à chaque fois que quelqu'un casse des panneaux ou casse du matériel, Flock ne perd pas d'argent dessus, puisque Flock, évidemment, vend aux municipalités du matériel, un service avec du data et vend également le service après-vente et les réparations. Donc, quand des gens saccagent du matériel Flock, en fait, Flock va le remplacer ou le réparer, mais facturer ça à la municipalité. Donc, en plus, vraiment, c'est absolument incroyable puisqu'ils continuent à faire de l'argent et donc les concitoyens, les citoyens qui essaient de péter ces poteaux, en fait, bah, du coup, font payer leur municipalité. Bref. C'est absolument, absolument dingue et évidemment, c'est pas prêt de s'arrêter. Mamouda qui parle aussi des caméras Ring. Ouais, je vous disais les caméras Ring, on a vu ce moment complètement fou. On s'était rendu compte que Amazon était en contact avec des policiers et des policières et qu'ils en faisaient des sortes de VRP de leurs produits et que les policiers et les policières, en fait, quand ils allaient dans les voisinages,
Il leur proposait également, avec des codes de réduction, de s'équiper avec des caméras Ring pour avoir un voisinage plus sûr, et cetera. Et on se rendait compte évidemment que, Amazon fournissait à la police des images des sonnettes connectées Ring pour pouvoir surveiller les quartiers sans que les personnes ne le sachent vraiment. Évidemment, on s'est rendu compte via des associations, citoyennes qui ont commencé à mapper la présence et le déploiement des caméras Ring, que évidemment les caméras Ring qui avaient été déployées et qui avaient été poussées à être déployées, avaient été surtout déployées dans des quartiers pauvres ou des quartiers à forte, population noire ou latino. Comme c'est étrange encore une fois, méga surprise. Bref, ce qui est intéressant, c'est que, et bien, de plus en plus, on a des populations et des gens qui commencent un petit peu à se soulever. Si bien que, je continue avec ma news d'après, si bien que nous avons désormais des dirigeants de la tech qui voyagent, eh bien, protégés parce qu'ils ont peur de se faire tuer ou de se faire agresser. On l'avait un peu vu venir avec évidemment Luigi Mangione, mais c'est pas exactement de la tech, mais on l'avait vu venir aussi avec, l'agression au domicile de Sam Altman, puis l'agression aux locaux d'OpenAI. Mais, la grogne est en train de monter à vitesse grand V et c'est un truc qui est un peu intergénérationnel, c'est assez intéressant. C'est que, c'est quelque chose qui désormais est partagé par des personnes pauvres, des personnes moins pauvres, des personnes d'un peu de toutes les ethnies aux États-Unis. On a vu qu'il y a des actions de plus en plus physiques, un peu comme, ce qu'on a vu sur les méga bassines en France, mais, de gens qui s'opposent à la construction de data centers. Donc on a vu des gens qui ont jeté des cocktails Molotov devant la maison de Sam Altman. On a vu, des gens, siffler les PDG de la tech dans des conférences et désormais, eh bien, ces pauvres petits PDG, multimillionnaires et qui rendent la vie beaucoup plus belle dans le monde, se sentent désormais obligés, eh bien, d'être, protégés. Je crois que Mark Zuckerberg est un des premiers dirigeants de la tech qui était lourdement protégé. Je crois que sa sécurité coûte à elle seule plusieurs millions de dollars par an. C'est quelque chose qui est aussi entre 5 et je sais plus ce que c'était le chiffre, entre 5 et 30 millions, un truc un peu fou. Mais voilà quoi. Comme c'est étonnant, comme c'est étonnant. Il vit dans un bunker carrément. Il a fait construire un bunker gigantesque, tout à fait, sur des terres qu'il a volées à Hawaï d'ailleurs. Des bisous Mark Zuckerberg, sombre, voilà, sombre personne, j'ai envie de dire. On a vu des PDG se faire arracher leur chemise. La bonne époque, dit About moi. C'était quand? C'était quelle entreprise en France où il y avait ce PDG qui s'était fait un peu arracher la chemise, et tout le monde était choqué en mode: «Oh, la violence physique, la violence bourgeoise, la violence patronale, je OK, but I draw the line at, la violence sur la chemise, hein, attention, hein». C'était Air France? OK. Vous voyez, il y a des bonnes ambiances, hein. Je vous dirais même que, est-ce que je vous ai mis l'article? Oui, je vous ai mis l'article. Je dirais même que du côté des people normaux, ça prend un petit peu la sauce, voilà. Notamment, heu, Kylie Jenner. Kylie Jenner qui, eh bien, comment dire? S'est associée avec Meta pour faire un petit topo SP. Je vous rappelle, Kylie Jenner est la plus jeune milliardaire du monde, si je ne m'abuse. Et Kylie Jenner, eh bien, s'est associée avec Meta, je vous rappelle, pour les derniers modèles de chez Meta, de lunettes IA de chez Meta. Donc, je vous rappelle, c'est pas des Meta Ray-Ban, c'est les Meta Glasses. Il y avait 2 modèles, puis il y avait le Meta Glasses by Kylie Jenner qui, est très, 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 très mal passé puisque effectivement, Kylie Jenner est une jeune femme extrêmement populaire, dans le monde, extrêmement connue comme la plupart de ses sœurs et sa maman. Je vais pas vous représenter la famille Kardashian-Jenner, mais ce qui est assez intéressant, c'est que là, le backlash, il vient, aussi de ses fans. Pourquoi? Eh bien, parce que Kylie Jenner, des OPSP, c'est littéralement le petit déj pour elle, elle en fait beaucoup dans tous les sens, pas de souci là-dessus, c'est son business encore une fois. Le business des Kardashians, c'était d'abord le fait d'être célèbre parce qu'elles sont célèbres. Mais elles ont été très maligne, encore une fois, d'un point de vue entrepreneurial. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Kim, elle a été maligne. Et là, elle fait une OPSP avec, eh bien, Meta pour les Meta Glasses. Le problème, c'est que les Meta Glasses, c'est, encore une fois, l'outil préféré des stalkers de ces derniers mois. Je vous l'ai déjà largement documenté maintenant. Il y a un marché entier de gens qui font modifier leurs lunettes pour pouvoir retirer la lumière LED, pour pouvoir enregistrer, filmer sans être vus. Que ce soit des pervers ou des agents de l'ICI aux États-Unis d'ailleurs, hein, c'est à peu près les mêmes à la fin, c'est les mêmes commandes pour les gens qui modifient ces lunettes.
Et on a même eu une déclaration de Meta qui allait faire en sorte, eh bien, désormais que, les lunettes détectent si les lumières LED ont été modifiées ou retirées pour ne plus fonctionner. Bref, donc ces objets, les Meta Ray-Ban, qui étaient des objets donc censés être cool, de par Meta, sont devenus des objets hautement, rédhibitoires et le retour du terme glass holes, donc les trous de balles à lunettes, voilà, qui était né avec les smart glasses de chez Google à l'époque en 2014, désormais a été repris, eh bien, par Meta. Et donc là, ce qui est reproché évidemment à Kylie Jenner, c'est que Kylie Jenner est une jeune femme moderne, qui pour beaucoup de femmes dans le monde représente aussi une femme puissante, une forme d'empowerment et c'est un peu étrange à dire, mais aussi une forme de féminisme. Et évidemment, lui est reproché là très très lourdement d'avoir collaboré avec un objet qui est littéralement, eh bien, un des symboles des nouveaux stalkers contre les femmes. Et il y a eu cette campagne de pub là, cette fausse campagne de pub d'affichage qui est très, très intéressante, je vais vous la montrer, qui montre, eh bien, un hologramme ici, hop, je vous la mets là, tac, de vous allez voir de Kylie Jenner et qui, quand on tourne et qu'on change d'angle un petit peu, c'est assez brillant, je trouve, comme campagne d'affichage là-dessus. Voilà. Alors, en même temps, le produit est fait sur mesure pour ces gens. Ah bah, de toute façon, les creepies, à chaque fois, hein, si tu peux leur donner une manière plus discrète encore qu'avant de faire de voler des images et de voler de l'intimité de personnes, ils vont l'apprendre, hein. Voilà, ça c'est sûr. Encore une fois, il faut remettre dans le contexte et c'est pas les Meta Glasses qui ont créé le phénomène des creepies. Ces gens-là avaient des mini appareils photo argentiques à l'époque, les premiers téléphones qui prenaient des photos ensuite, les perches à selfie, bon bref. Donc voilà, elle aussi, elle prend un petit peu la sauce. Elle a pris des millions, mais elle prend la sauce. Et pour terminer, et bien sûr, la tech qui fait rêver. Là, je vais évidemment invoquer Gwenilia dans le chat puisqu'on en a parlé sur le Discord. Mais voici une startup qui s'appelle Reflect. Et Reflect a un but dans la vie. Reflect, ils veulent vous vendre du jour. Voilà. Parce que, encore une fois, tout est business model, même la lumière du soleil. Quel est le but de Reflect? Le but de Reflect est d'amener de la lumière où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin, quand il n'y en a pas. Et comme tous les bons technosolutionnistes qui sont, Reflect, ils ont dit: «Bah, à un moment, les gens ils ont besoin de lumière. Comment on va faire pour apporter de la lumière?» Et ben, on va faire venir de la lumière depuis le soleil, mais depuis l'espace. Comment? Et bien, avec le même système que la Lune, qui reflète la lumière, on va installer tout simplement des miroirs de plusieurs mètres carrés, et des dizaines de milliers de miroirs selon le projet de Reflect, de plusieurs dizaines de milliers de carrés dans l'espace, et qui, à la commande, eh bien, pourront se déplacer et s'orienter pour éclairer des zones. Voilà. Évidemment, dans leur discours, d'entrepreneurs de la Startup Nation, ils voient évidemment aucun problème là de ça et que des avantages à pouvoir, eh bien, louer, du jour à la demande. Et j'adore parce que leurs propres exemples sont super enthousiasmants. Alors, une ville qui, eh bien, aurait, des lumières, des rues complètement éclairées sans les émissions carbone. Mec, tu vas pas éclairer les rues, tu vas éclairer toute la ville et la ville, elle va être en plein jour toute la vie. OK. Ah! Des projets de construction, qui iront 2 fois plus vite puisque les ouvriers pourront travailler également la nuit. Mmh. On adore ou pas? Est-ce qu'on adore ou pas? Alors évidemment, évidemment, derrière cette très bonne idée, et encore même, j'allais dire très bonne idée en théorie, même pas, cette mauvaise idée en théorie, se cachent évidemment des, conséquences monstrueuse puisque, en premier la communauté des scientifiques et des astronomes ont hurlé au scandale, puisqu'ils ont dit qu'effectivement déjà la pollution, des objets, notamment des satellites à basse orbite, comme ceux de Starlink et des déchets humains dans l'espace commencent déjà à rendre l'observation, de l'espace de plus en plus difficile. Évidemment, si vous commencez à avoir maintenant des, centaines de mètres carrés entiers de miroirs, montés sur des satellites qui vont venir envoyer de la lumière, c'est un bordel. Et puis évidemment, les écologistes de tous les bords disent: «Vous allez absolument niquer toute la faune et la flore si vous commencez à renvoyer du soleil à des heures où il est censé faire nuit», bien sûr. C'est ça que je trouve absolument incroyable, c'est que tu as des gars qui disent: «Ouah, il y a un peu d'insécurité dans les villes. Qu'est-ce qu'on devrait faire?» Bah, je sais pas, peut-être gérer les gens dangereux? Non. Tu sais quoi? On va
on va faire monter des miroirs dans l'espace et on va refléter les lumières du soleil pour éclairer les villes de partout et on gagnera de l'argent au passage. C'est comme ça qu'on rendra les villes plus sûres. Merci Tony. Alors je vous en parle aussi parce que cette startup, cette startup n'est pas nouvelle, mais ce qui est fou, et encore une fois, c'est parce que vive l'Amérique actuellement, eh bien, elle vient d'avancer sur les autorisations de déploiement là-dessus. Puisque vous le voyez ici, la FCC, donc qui appartient, enfin qui est dirigée par Brendan Carr, qui lui-même est un sous-fifre de Donald Trump, eh bien, vient d'autoriser la startup Reflect a lancé son premier satellite. Voilà. Oh là là, on adore, on adore, on adore, on adore, on adore. Et Gwenilla, je te jure, tu es très naïve. Tu es vraiment très, très naïve, là-dessus. Si tu penses qu'il y a que des bonnes, comment dire? Que des bonnes, des bons effets à ça. Encore une fois, imaginez le coût en énergie pour envoyer dans l'espace des miroirs et des satellites de plusieurs dizaines de mètres carrés et les diriger et cetera. Le coût pour éclairer des rues. Ça me fait délirer que les mecs te disent: «On va pouvoir éclairer des rues sans les émissions carbone». Mais elle a pris combien ta putain de fusée pour décoller dans l'espace? Elle a fait combien d'équivalent de millions de trajets ou de millions de lampadaires sur 2 décennies juste pour être envoyé dans l'espace? Je trouve ça assez génial. Je trouve ça génial, encore une fois, la manière dont ces entrepreneurs voient le monde, encore une fois, hein, comme des solutionnistes, hein. C'est-à-dire que vraiment, on vend une solution, du coup, il faut que tout devienne un problème que nos solutions va régler, quoi. Tout devient un clou. C'est complètement fou, quoi. Oh là là. Moi, je me dis: «J'ai envie de casser les couilles, à Saint-Maltman. Du coup, je vais payer pour éclairer sa baraque 24 heures sur 24 là, à San Francisco». Je vais faire ça. Moi, ça me va très bien. Explore. Ah, c'est fou. On va là à Paris, voilà. On va là à Paris. Il est où l'appartement de BHL et de Ariel Dombal, là? Je vais les faire chier, là. Je vais lui faire bronzer son décolleté jusqu'aux couilles à BHL, là. Il doit être quelque part là dans le 16e, vers l'île Seguin, je pense. Hop, voilà. Et évidemment, vous imaginez bien que ces miroirs, ils vont pas pouvoir vous éclairer un truc avec une précision de quelques centimètres, hein. Donc au moment où vous allez éclairer votre zone, je peux vous dire que les autres, ils vont en bouffer plein la tronche. C'est vraiment incroyable. Voilà. Il faut des autorisations légales de la part des États pour que ce soit utilisé, c'est pas du B2C, hein, si jamais. Oui, bien sûr, Gwyneth, bah, évidemment. Non, mais si on commence à ubériser des miroirs de l'espace, ah là, ça va être le bordel, ça va être le bordel absolu, quoi. J'imagine, un riche, donateur anonyme argentin qui s'amuserait à faire tourner des miroirs, pour brûler les supporters espagnols dans le stade, par exemple. Vraiment, je suis sur un cas évidemment très hypothétique et pas du tout réaliste. Mais voilà, crois en tes rêves, encore une fois, hein. Ulysse qui dit: «On en revient à la maison qui re-rentre dans le sol pour se protéger de la lumière». Oui, c'est la maison que je vous avais montrée la semaine dernière. Oui, en fait, c'est marrant parce que encore une fois, il y a des gens qui, prennent un verre autour d'une table, ils ont une idée farfelue et puis après ça les fait rigoler et surtout la question c'est comment on fait de l'argent avec et après ils vont essayer de toujours de te storyteller leur invention pour dire qu'elle a une utilité. Alors qu'encore une fois, il y a aucune utilité à faire venir la lumière depuis l'espace et d'éclairer des zones de plusieurs kilomètres carrés, avec une entreprise privée derrière en plus. Donc, je vois pas ce qui pourrait se passer mal. Vraiment, c'est fou. Charen Joe qui dit: «Ça me rappelle le plan de méchant de James Bond qui voulait utiliser de la lumière solaire pour détruire des trucs». Ah là, franchement, moi je comprends pas, quoi. Ah, l'agriculture, les agriculteurs qui sont déjà au bout de leur vie en termes de profitabilité et de productivité, là, tu vas dire: «Maintenant, il va falloir que tu fasses pousser du maïs, transgénique 24 sur 24». Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Bref, voilà, donc ça s'appelle Reflect et ils ont obtenu une première autorisation de la part du, gouvernement américain pour déployer un premier miroir. C'est complètement fou. C'est vraiment complètement fou, quoi. Il va vraiment falloir qu'on leur mette des coups de pression à ces personnes. Pour, rester dans la vie privée, mais pour redescendre un petit peu sur terre et pour vous dire: «Ah là là, qu'est-ce que la vie est belle!» Je vous invite maintenant à aller voir la toute dernière enquête de chez Gamers Nexus. Les news d'aujourd'hui, elles sont pas feel good, hein, waouh. Gamers Nexus
vient de mener une enquête qui confirme les rumeurs qui étaient nées sur Reddit. Les derniers moniteurs et télé LG installent des bloatware dans votre ordinateur sans que vous le demandiez. Bonjour Zakitachi. Incroyable, incroyable, incroyable. Ça a été testé par Gamers Nexus avec notamment des derniers moniteurs LG. Ils ont tenté sur 31 reboots et configurations, ça a marché à chaque fois. Et en fait, quand vous branchez votre ordinateur juste sur Windows 11, pas sur Linux et pas sur macOS, juste sur Windows 11, eh bien l'application va s'installer en invisible. Une petite application LG qui va elle-même essayer de vous installer un petit Norton antivirus. On adore, on adore, on adore, on adore, on adore. Ah là 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 là, c'est absolument incroyable. Alors évidemment, il existe, des techniques pour, empêcher, eh bien, LG ou n'importe quel fabricant de vous installer, ce genre de soft, surtout sans que vous le demandiez. D'après l'enquête, LG ne sont pas les premiers. Apparemment, il y avait des moniteurs Alienware qui vous proposaient d'installer directement des programmes au moment où vous branchiez votre moniteur Alienware dans votre ordinateur. Ils vous proposaient de télécharger immédiatement des programmes, mais il y avait une autorisation. Là, l'autorisation n'est pas claire du tout, voire elle est, invisible pour beaucoup de personnes et il faut, faire attention si vous avez Pro Windows 11 Pro, il y a un réglage à mettre en place pour empêcher, eh bien, l'ajout de n'importe quel soft via comment dire? Un hardware externe et si vous êtes sur, Windows famille, il y a un autre réglage qui est un peu moins simple à mettre en place, mais je crois qu'il est expliqué, eh bien, ici par Gamers Nexus. C'est juste, ah là 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 là. Donc vraiment c'est le pire du pire, voilà. On avait déjà vu, hein, que, LG Samsung jouait déjà un petit jeu pas très clair, avec les publicités, avec le tracking quand on achetait une télé ou un moniteur. Il faudra évidemment vous renseigner pour voir, quel, moniteur est coupable parce qu'encore une fois, c'est pas le cas de tous les moniteurs, c'est le cas des moniteurs les plus récents avec les dernières mises à jour firmware. Moi, notamment, mon écran principal, c'est un écran LG que j'ai acheté en refurb, qui est un écran un peu plus ancien. Je n'ai pas eu d'installation de la LG Monitor App et j'ai pas eu d'installation d'un antivirus de merde. Donc, j'ai envie de dire je touche du bois, mais c'est vraiment une catastrophe et évidemment merci Windows encore une fois de permettre ce genre de miracle. Paf la pastèque qui dit: «Ça fonctionne comment techniquement?» Et bah, techniquement, je pense que dans le moniteur a un petit logiciel. Encore une fois, aujourd'hui, c'est un peu des smart TV qui, une fois qu'il est branché sur votre comment dire? Votre PC avec notamment aussi du DisplayPort ou de l'USB, en plus de HDMI, et bien, lance cette sorte de commande, quoi. C'est juste, Bodrower qui dit: «Ah merde, j'ai un moniteur LG avec ce soft». Ah bah, tu t'es fait avoir Bodrower alors. C'est le système d'installation automatique de pilote de Windows qui est utilisé, dit French News Meta. Merci à toi pour le détail. Et Bodrower qui nous confirme bien que son app s'est installée toute seule. Ouais. Ah là 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 là. Moi, je voudrais juste, s'il vous plaît les gens, je voudrais juste acheter une télé dont le but est d'afficher des images. Voilà, je veux pas une télé avec des pubs, je veux pas une télé avec un OS. Juste, s'il vous plaît, quoi. Vraiment, vraiment, mais épargnez-nous toutes ces conneries. Vraiment, c'est oh là là, c'est vraiment de la merde. Alors, j'ai, pas eu le temps, mais je vais envoyer un mail à LG France, évidemment, pour avoir leur réponse parce que j'ai été voir et j'ai pas eu de communication officielle de la part de LG, notamment en France. Donc, vu que je suis en contact avec eux parce que quand ils annoncent leurs nouveautés et cetera, bah, je reçois un mail ou des fois j'ai des présentations. Évidemment, là, c'est quelque chose qui est vraiment très, très grave et bah, j'espère qu'ils ont une enfin, ont-ils une bonne excuse? Non, il y a pas d'excuse, encore une fois, recevable pour ce genre de pratique. Mais est-ce qu'ils auront une bonne réponse de type: «On va évidemment retirer tout ça et vous garantir qu'il y aura plus ce genre de conneries plus tard»? Voilà, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Le petit truc qui t'installe ton antivirus gratuit les premiers mois, après tu payes 40 balles par mois. J'adore. Comment on l'enlève du bon boucle la taxe? C'est un logiciel qu'on peut désinstaller, mais il y a des, alors attends, hop, il y a des techniques, sur Windows 11 Pro et des techniques sur Windows 11 Famille pour, comment dire? Pour empêcher en tout cas ce genre d'installation. Mais j'ai plus les réglages, je vais vous les retrouver. C'était sur Reddit globalement.
À ce niveau, c'est quoi la marque la plus safe? Est-ce que c'est TCL? Je ne sais pas. Souvent dans beaucoup d'écrans et de moniteurs, on retrouve en fait, des fois des bouts de backdoor, une enceinte ou un micro qui n'est pas activé, promis juré. C'est compliqué aujourd'hui, d'acheter juste un moniteur. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, eh bien, les 2 fabricants principaux de dalles, OLED notamment, c'est LG et Samsung. Alors évidemment, ils vendent à d'autres fabricants, mais on a vu LG Samsung se faire, prendre la main dans le sac plusieurs fois avec de la télémétrie, des publicités, forcées ou des choses comme ça, quoi. Tough Hunter dit: «Est-ce que c'est Windows 11 et pas Windows 10?» Alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est sur Windows 11 et c'est Windows 11 et c'est avec l'ajout c'est quand il y a une mise à jour récente sur un moniteur LG récent. J'ai pas la liste des produits là-dessus. Ça devient un argument marketing de vendre un moniteur, sans bloatware, sans spyware, c'est fou ça. Bah, je vous rappelle que c'est encore une fois, c'est le credo d'Apple, hein. Apple, je vous dis, hein, toujours leur marketing, ça a toujours été de vous dire: «On vous vend des produits, mais derrière, il y a pas de petits coups de Trafalgar, et cetera, et ça a toujours été leur argument, qui a été plus ou moins bien respecté. Hem, après, je vous rappelle, hein, la plupart de ces entreprises aujourd'hui, font assez peu de profit sur le matériel et en fait, essaient toujours de vendre derrière du software, de récupérer des mots de passe, récupérer des informations et tout pour en fait, venir, mettre du beurre dans leurs épinards, quoi. Wenya qui dit: «Je suis chez Apple pour cette raison principalement, mais c'est pas tout blanc non plus». Non, pour une personne qui fait la plupart de sa vie, entre macOS et iOS, je peux vous dire que vous arrivez sur Android et Windows, vous voyez flou, hein, parce que Android et Windows, c'est vraiment, d'un point de vue vie privée, sécurité, c'est par rapport à macOS, iOS, c'est un peu le souk quand même. Alors évidemment, pour aller plus loin et faire Linux et GrapheneOS, hein, bien sûr, hein, on peut aller encore plus loin. On va dire que dans les offres grand public, Heu, vous savez ce que vous donnez quand vous allez enfin, vous dans malheureusement, vous ne savez pas. Vous savez que vous donnez, mais je pense que vous imaginez mal à quel point vous donnez quand vous allez sur Android et Windows, quoi. Lady Lambert qui: «Ouais, ils font pas des écrans 56 pouces chez Apple». Non, pas du tout. Ils font d'ailleurs des écrans qui coûtent très, 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 très cher et qui sont pas très désirables. Donc, quelqu'un veut demander aussi TCL. TCL ne fait pas d'écran OLED ultra wide comme LG le fait. Donc TCL, je crois qu'ils font pour l'instant principalement des télés, voilà. Bodrock qui dit d'ailleurs: «Si quelqu'un connaît une méthode pour virer Samsung Pass de leur smartphone, je suis preneur». Moi, le nombre de bloatware Samsung que j'ai envie de virer, je vous reparle de Samsung demain, hein, parce que je vous rappelle que demain, ce sera le Samsung Unpacked. Mais Samsung, d'un point de vue hardware, c'est vraiment de la belle ouvrage. Mais d'un point de vue soft et app, oh là là, compliqué. D'ailleurs, c'est quoi les solutions pour ceux encore sur Windows 10, étant donné qu'on arrive au bout d'un an de sursis? Je passe de la partie on doit rester sur Windows, on peut pas aller sur Linux. Bah, Cachiro, tu peux rester sur Windows 10, mais il sera plus mis à jour. Et encore une fois, Windows étant à la fois une passoire et une cible privilégiée des scammers et des hackers, c'est compliqué d'avoir un OS qui est plus évidemment entretenu d'un point de vue sécurité. Et donc, tu te retrouves à être un peu forcé à aller sur Windows 11. C'est encore une fois pour ça qu'il y a une grosse grogne de gens, parce que on a rarement été forcé de passer d'un Windows à un autre que sur ce Windows 11, quoi. Donc, ouais. Bref. Est-ce qu'on aime la tech, les gens? On aime toujours la tech, hein, on aime toujours la tech, hein. Franchement, on aime toujours la tech, hein, c'est enthousiasmant, hein. Oh là 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 là. Plus de FPS. Lady Landmark qui dit: «Ma télé Samsung, j'étais obligé de créer un compte pour l'utiliser, alors que la seule chose que je demande, c'est un port HDMI pour la Xbox». Ouais, c'est terrible. Moi, c'est vraiment, vraiment terrible. Midget Porn 2013. Bref, allez voir l'enquête. Allez voir l'enquête de Gamers Nexus, elle est très importante et sachez aussi, encore une fois, que si vous avez un moniteur Alienware, ils tentent aussi les mêmes trucs, mais de manière moins tsum tsum que LG, quoi. C'est récent ça chez Samsung. Oui, mais encore une fois, l'enchetification des produits, les gens, l'enchetification des produits, c'est c'est pas que les services. Enfin, si, c'est les services. Mais maintenant qu'on veut transformer aussi vos télés, vos moniteurs en services, eh bien, ils se commencent à se faire enchetifier. Puis bientôt, on va enchetifier vos frigos et vos micro-ondes. Il faudra rentrer, dans votre, micro-ondes, Samsung, un compte Samsung pour pouvoir utiliser, 2 modes, bonus. Que sais-je encore? Donc évidemment, il faut essayer de dire non à tout ça. Mais c'est vrai que l'intérêt aujourd'hui des constructeurs, c'est de vous vendre de plus en plus d'objets connectés, parce qu'encore une fois, on le sait, la valeur, elle est plus trop enfin, les bénéfices sont plus trop dans le produit lui-même, mais se retrouvent dans le fait de récupérer vos informations,
de récupérer vos mails et de vous faire, payer pour des abonnements. C'est encore une fois là où se trouve heu, l'essentiel de la manne de demain et c'est pour ça que des Samsung ou des LG et autres, forcent pour, essayer de vous faire créer des comptes, ou vendre des trucs, quoi. C'est un peu déprimant, quoi. Et c'est encore une fois, hein, si ça n'arrive pas trop, trop vite, c'est parce que les gens sont contre et qui hurlent contre le truc. Mais vous inquiétez pas que s'il y avait pas de grogne plus que ça, tous vos objets auraient, une pub au démarrage et un compte Samsung et des suggestions pour des applications partenaires et autres merdes, hein. Donc ouais. Salut un ours bleu, j'ai mis le lien, je te le remets, mais je l'ai mis dans le chat. Encore une fois, n'oubliez pas que tous mes liens sont dans mon Discord et dans, mes replays sur YouTube et sur Patreon. Et comme je vous le disais aussi, hein, c'est aussi pour ça que, la Gen Z, dont je vous parle beaucoup, la Gen Z est en train d'être une des générations qui, je mets un petit lien ici. La Gen Z est une génération qui, veut justement revenir en arrière. Alors sur plein de choses malheureusement, parce que c'est la génération des jeunes masculins. Mais bref, la Gen Z, eux, ils pètent des câbles sur le tout connecté, tout l'abonnement, l'enchification, les plateformes. Et donc la Gen Z, elle est très, très, très branchée, effectivement, d'acheter des vieux objets comme des appareils photo numériques des années 2000, lire la musique avec des CD, avec des vinyles, avoir des trucs filaires, avoir des trucs non connectés, ne pas s'abonner, etc. Et il y a une génération qui est en train de signaler le ras-le-bol. Encore une fois, c'est un ras-le-bol qui est plus que sur une génération, mais c'est la Gen Z qui l'incarne le plus parce que c'est vrai que les générations d'avant, donc les millennials et la génération X, sont les générations qui ont le plus adopté ces services, ces comportements ces 20-30 dernières années. Et que là, on est allé trop loin. Donc évidemment, les gens râlent, même nous. Je suis pas un Gen Z, je râle. Mais la Gen Z, elle est dans un rejet en mode je ne vais même pas commencer, quoi. Ça, c'est ça, c'est assez intéressant. J'en profite aussi pour faire mon petit lien puisque, si on parle encore de comportement, j'avais mis ça de côté, donnez-moi 2 secondes. Hop, voilà, notamment, on a un recul de production de statut sur les réseaux sociaux et donc pareil, j'ai envie de dire 20 ans après le décollage massif des réseaux sociaux avec, ce qui a été au début Flickr et MySpace pour ensuite être évidemment Facebook, Twitter et Instagram et compagnie. Bah, c'est marrant parce que vous voyez, il y a souvent des gros cycles et là, on est 20 ans à peu près en 2026 après l'avènement de ces plateformes puisque, YouTube c'est 2004, Facebook, quand ça s'est ouvert au grand public, c'était plutôt 2004-2005. Twitter, c'était pareil, c'était 2005-2006 et on voit 20 ans plus tard que, bah, on a fait 2 décennies de folie des réseaux sociaux et que là, on sent qu'il y a quand même un recul ou une mutation, encore une fois, des comportements et que, le doom scrolling, quelque chose qui est aujourd'hui unanimement, reconnu et unanimement, évité par les gens et les gens sont désormais bien, bien au courant de leur dépendance, à ça. La nouvelle mode des contenus comme le AI slop est largement dénoncé et détesté par les gens, donc c'est aussi intéressant à voir, c'est que contrairement aux autres, innovations technologiques qui ont relancé l'audience des réseaux sociaux comme, eh bien la vidéo par exemple ou le live, ici on a quelque chose qui est en train de changer, qui est un peu intéressant, j'ai envie de dire, qui donne un peu espoir aussi, de se dire: «Bah, en fait, ouais, peut-être qu'on est en train d'en revenir» et qu'après, eh bien, 2 décennies d'hystérie, un peu comme quand vous recevez un nouveau jouet, vous ne voulez jouer qu'avec ça, vous êtes indécrottable, vous descendez plus manger. Après, vous prenez du recul, quoi. Donc, c'est intéressant. Ah. Après, les réseaux ne servent plus trop à ce à quoi ils servaient au début, dit Hubert Moi. C'est vrai aussi. Les réseaux étaient au début, effectivement, quelque chose qui était là pour, bah, faire un statut. Tu sais, c'était le fameux, «Que faites-vous actuellement?» ou, «Dans quelle humeur êtes-vous?» et je vous rappelle, hein, que pour les gens qui étaient là sur Twitter en 2006-2007, la plupart des statuts, c'était genre: «Je pars déjeuner». Voilà, c'était de ce genre de choses. Donc oui, ça a évolué. Mais, évidemment, on est passé de réseaux sociaux qui étaient vraiment des statuts, vraiment des petits statuts pour dire: «Ah, je suis triste aujourd'hui» ou «Ah, c'est mon anniversaire», à des micro-posts avec le micro-blogging, à des médias où en fait on fait des stories, on fait des TikTok et on fait des séances photos professionnelles pour son Instagram.
Mais ce qui est intéressant, c'est que même si notre manière de poster sur les réseaux sociaux, elle a largement évolué depuis 20 ans, ce sont les mêmes réseaux sociaux aujourd'hui qui sont restés dominants. Donc on est quand même aujourd'hui toujours sur les, principaux réseaux sociaux. Quand on regarde les chiffres, il y a globalement, heu, il y a surtout TikTok qui a vraiment chamboulé, le tiercé de tête. Mais voilà quoi. Alors évidemment, il y a plein d'autres réseaux qui sont apparus avec le temps, hein. Encore une fois, est-ce que Twitch est un réseau social ou pas? C'est une question qui est intéressante. Mais on pourrait parler de Snap, qui a été un énorme phénomène aussi et de plein d'autres, réseaux. Mais aujourd'hui, quand on regarde en termes de fréquentation, Facebook reste un des plus gros réseaux sociaux au monde, Instagram aussi, et Twitter. Alors Twitter s'est bien effondré quand même, c'est vrai. Mais ouais. Hem, Fibre Tigre est toujours dans cette mouvance, il nous dit quand il prend le train, ce qu'il boit. Voilà, Fibre Tigre après c'est est-ce que Fibre Tigre n'est pas une plateforme à lui tout seul? J'en ai un peu l'impression. Donc voilà, c'est intéressant et de la même manière que, on nous a abreuvé pendant toutes les années 2000 avec tout la sauce 2.0, on nous a abreuvé ensuite tout avec la sauce hashtag ou la sauce hâte et peut-être qu'on va passer à autre chose. C'est intéressant. On est dans un monde déjà où, je vous le rappelle, hein, on est dans un monde où, les gens en fait, sont de plus en plus seuls sur internet. On retourne sur des nouveaux systèmes de réseaux sociaux comme Twitch, par exemple, vous et moi en ce moment, ou Discord, par exemple, ou les channels sur Instagram, qui sont des réseaux sociaux qui sont plus privés, en plus petits comités, plus humains, c'est intéressant. On a des tentatives avec des bots, de faire des réseaux sociaux avec des bots. Donc il y a encore évidemment des grosses tendances et les réseaux sociaux ne vont pas disparaître demain, c'est sûr et certain. Mais je pense que là, en 20 ans, on est quand même arrivé au bout de pas mal de modèles. Donc c'était le statut, jusqu'au microblogging et la production, jusqu'aux créatrices de contenu. Là, on voudrait te faire croire que la prochaine vague, c'est l'IA qui va être à la fois des créateurs de contenu et des gens qui vont interagir avec toi. Ça, j'y crois beaucoup moins personnellement, mais bon, bref. J'aimerais vraiment un gros retour sur les blogs à l'ancienne et les forums. Bah, moi, dès 2017 ou 2018, on avait relancé un forum parce que j'avais envie de retrouver la temporalité d'un forum avec, Qualité, donc qui était la boîte de production de nos podcasts avec Mélissa, Daz, Fibre, Ghislain et Sylvain. Et en fait, les gens, ils venaient jamais sur le forum parce qu'en fait, ils squattaient Discord. J'avais ouvert un Discord en parallèle à la demande de la communauté et les gens, en fait, ils préféraient 10 fois plus Discord à avoir un forum. Donc, voilà. Moi, j'aime bien les forums. Il paraît que les plus jeunes générations sont beaucoup plus sur les messages privés. Ouais, tout à fait, Sacha, c'est ce que je dis. C'est le retour un peu d'une certaine manière, des safe space, mais des réseaux sociaux à taille humaine. Donc, effectivement, aujourd'hui, WhatsApp n'est plus vraiment un logiciel de messagerie, Telegram n'est pas un logiciel de messagerie, ce sont aussi des formes de réseaux sociaux. Discord, c'est un réseau social. Ce qu'on fait actuellement sur Twitch, c'est une forme de réseau social, mais effectivement, moins grand qu'à l'époque, on disait: «Oh là là, peut-être que je vais poster un selfie de moi qui va faire le tour du monde». Et voilà, il y a des gens, ils postaient que des photos d'eux qui faisaient une duck face sur Facebook et c'est tout. Aujourd'hui, vouloir toucher le monde entier, c'est plus trop le rêve des gens, quoi. Enfin, pas toujours de quelques personnes, mais pas de tout le monde, quoi. Bonjour, est-ce que Twitch est concerné par la loi sur l'interdiction des RS aux mineurs de, moins de 15 ans? Demande Marie-Cécile. Bonjour à toi, Marie-Cécile. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc bref, il y a évidemment actuellement une défiance sur une époque, on va dire, de la tech, que ce soit d'un point de vue hardware ou d'un point de vue software. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on a quand même des gens qui physiquement s'en prennent à la tech, hein, aux data centers, aux caméras de surveillance, et cetera. Il y a beaucoup de gens, une génération qui, se déconnectent ou arrêtent d'être connectés. Je pense aussi que le backlash autour de ce que, PlayStation a fait avec ses disques, ça vient aussi encore une fois d'ici. Cette idée que, hem, les corporations, elles enchitifient, elles nous emprisonnent toujours un peu plus dans leurs services et on perd vraiment toute indépendance et souveraineté en tant que consommatrice. Et donc c'est assez intéressant, j'ai envie de dire, ce qui est en train de se passer actuellement et je me demande si justement ça va être une vraie grosse tendance de fond, où on est sur une respiration de la course en avant, des réseaux sociaux et de la tech qui ne s'arrêtera jamais et qu'en fait on est juste des gens qui râlons, mais on est une minorité. Les valeurs des GAFAM ont bien changé. Encore une fois, je dirais qu'Apple a pas beaucoup bougé depuis le début des années 2000, on va dire, donc depuis, ouais, le retour de Steve Jobs, c'était il y a bientôt 30 ans. Je trouve qu'Apple n'a pas Apple a évolué bien sûr, hein, mais je pense pas qu'Apple a beaucoup changé foncièrement en termes de rapport qu'ils ont à leurs consommateurs, à leurs clients. Google, oui. Google, ça a comme commencé par, Don't be evil. Bon, depuis, ils ont fait quand même pas mal de trucs, discutables, voire répréhensibles. Meta, je pense que Meta n'a jamais été une boîte cool.
C'est juste que le produit de Meta était super cool à l'époque, c'était Facebook et c'était la folie. Mais Meta n'a jamais été une boîte cool. Et Microsoft, je pense que ça n'a jamais été une boîte cool non plus. On peut râler sur Microsoft maintenant et je le fais beaucoup. Mais rappelez-vous qu'il y a 20 ans, Microsoft, c'était Steve Ballmer et Windows Vista. Donc je peux vous dire que on se foutait bien de la gueule de Microsoft, qui était vraiment une boîte bien, bien naze. Voilà. Benjamin, salut à toi, qui dit il y avait déjà eu dans l'histoire dans l'histoire, je crois, une vidéo de Sylvain sur le groupuscule qui brûlait des centres de données dans les années 90, je crois. Ah oui, alors, de toute façon, des gens qui sont anti-technologie, des gens qui ont manifesté bah, justement contre Apple, des gens qui ont manifesté contre Google, des gens qui ont essayé même de casser des Apple Store, ou des gens qui ont vraiment ont dit stop. Bien sûr que ça a toujours existé. C'est juste que là, l'ampleur, notamment, encore une fois, hein, je ne vous fais pas une saga là-dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, qu'on peut en parler tous les jours. Mais là, chaque jour aux États-Unis, là, il y a des face-à-face entre des entreprises et des habitants, ou des autorités des habitants, sur l'installation des fameux data centers d'IA, qui sont en train de prendre, sont en train de prendre un, comment dire? Une ampleur absolument, inédite, hein. Les États-Unis sont déjà le pays avec le plus de data centers au monde, et c'est le pays avec le plus de projets de data centers au monde. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, encore une fois, des mastodontes qu'on est en train d'installer, qui vont complètement niquer tout le voisinage, et on est sur des ordres de grandeur complètement fous. Et effectivement, là, il y a en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens qui luttaient contre la tech et les excès de la tech dans les années 80-90, qui existait déjà, on va dire, était assez minoritaire. C'est un truc qui était assez niche, parce que la tech, c'est quelque chose qui déjà pour le grand public était assez niche. Aujourd'hui, maintenant que la tech, elle est rentrée dans le grand public, et que même tout le monde a plutôt une bonne culture de la tech, c'est-à-dire que bah, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde connaît un réseau social, tout le monde sait, on va dire, envoyer un mail ou un DM. Il y a plein de choses qui sont rentrées encore une fois dans le grand public. Il y a aussi une plus grande connaissance aussi, bah, des limites et des critiques. Donc aujourd'hui, quand on parle de doom scrolling, c'est un sujet qui ne s'adresse pas que avec des psychologues qui ont fait des études sur des cas extrêmes. Non, aujourd'hui, le doom scrolling, je peux en parler avec mes parents, par exemple. C'est assez intéressant. Donc on est dans des ampleurs de connaissances et d'épiphanies qui sont jamais vues, parce qu'encore une fois, bah, la tech aujourd'hui n'a jamais été aussi, enfin la tech au sens vraiment les nouvelles technologies du numérique, les NTIC, n'ont jamais été aussi présentes et importantes dans nos vies. Ça, c'est une grande différence avec il y a 30 ou 40 ans. La Silicon Valley n'a pas beaucoup bougé non plus d'il y a des cast. Ça dépend, ça dépend. Je pourrais même presque te dire le contraire. En 40 ans, les géants de la Silicon Valley d'il y a 40 ans, il y en a pas beaucoup qui ont survécu, hein. C'est même l'inverse, il y en a beaucoup qui ont disparu, hein. Là, je sais que IBM est dans la merde à cause de l'IA, parce que les mainframes, qui sont le cœur de leur business à l'ancienne, il va disparaître. Sun Microsystems, tous ces gens qui avaient l'air d'être énormes à l'époque, tout le monde n'a pas été Microsoft, quoi. Chicharito qui dit: «Je suis né en 89, je n'ai jamais adhéré aux réseaux sociaux, dans une utilisation sociale et amicale. Je suis sans doute un ovni. Les messageries instantanées qui se suffisent, je trouve.» Effectivement, tu étais dans la minorité, Chicharito, parce que vraiment les millennials ont été vraiment la génération des réseaux sociaux. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que 100 des gens ont été accros à ça, mais c'est vrai que la génération des millennials, c'est la génération X, qui ont vu apparaître internet et les réseaux sociaux. Heu, on a été drogués à ça très, très durement, hein. Le groupuscule s'appelait Clodo, c'est drôle. Alors, Adelatia, si toute ma famille et mes potes sont sur WhatsApp, je peux pas complètement quitter Meta. Ouais, je comprends aussi. Moi, pareil, hein. J'essaie de faire bouger tout le monde sur Signal. Aujourd'hui, j'ai 2 groupes actifs sur Signal et 24 groupes actifs sur WhatsApp, quoi, malheureusement. Donc ouais, c'est dur. Est-ce que l'humain reste la priorité de l'humanité, dit Monza? Ça n'a jamais été la priorité de l'humanité. Ça a été la priorité de certaines parties des humains, mais globalement, l'humanité, sa priorité, ça n'a jamais été l'humain. On va pas se mentir. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, les gens. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est pas ça qui a fait bouger les choses, hein. C'était toujours des questions de pouvoir, ou d'accumulation de pouvoir, ou de richesse, ou d'accumulation de richesse, qui ont fait bouger les choses, malheureusement. Bon, est-ce que je peux vous montrer des choses sympas? Allez, je vous montre des choses sympas, parce que vraiment. Salut Caliar. Allez, un dernier point. Un dernier point. On va aller sur le blog de Linus. Voilà. Alors, pas Linus Tech Tips, évidemment, Linus Torvald, Monsieur Linux. Avec un petit débat, les gens. Un petit débat. Et encore une fois, Linus, avec son sens du charisme et de la gentillesse, évidemment, a répondu à tout ça. Il a dit: fermez vos gueules, moi je suis pro IA.
Alors évidemment, on parle d'IA de manière assez spécifique là-dessus, puisque, on parle notamment de l'IA utilisée par la communauté des développeurs qui sont sur le noyau de Linux et qui bossent dessus pour, eh bien, déceler des bugs notamment et on avait vu ces derniers temps, des prouesses de certaines IA, du côté de chez Microsoft, du côté de chez, Mozilla, par exemple, pour, débugger, une quantité absolument gigantesque de failles, de problèmes et de bugs. On disait même que c'est peut-être la fin des zero day, donc les fameuses failles, qui sont, découvertes et qui peuvent être, utilisées avant d'être corrigées et donc il y a eu beaucoup de discussions parce qu'on a vu aussi, là, ces derniers temps que même, Linus avait pris la parole pour dire: «En fait, c'est compliqué parce que maintenant, dans la communauté Linux, il y a tellement de gens qui font du vibe hacking, c'est-à-dire des gens qui, en fait, désormais utilisent des IA pour trouver faire remonter des bugs ou des failles, que en fait, ben, la messagerie et les services d'accueil de Linux, ils sont débordés, parce que désormais c'est plus une ou 2 ou 3 ou 10 personnes, c'est 200 ou 500 personnes qui remontent les mêmes bugs parce que tout le monde aujourd'hui a des outils assez puissants pour les remonter, quoi et c'était assez intéressant. Là, il a repris la parole parce en gros, ce qu'il explique, c'est que, heu, Linux, c'est pas un truc politique, OK? Et c'est surtout, c'est pas un truc, social warrior, OK? Alors c'est marrant parce que les social warriors, les social justice warriors, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce terme, qui a été remplacé par les woke depuis, dans le vocabulaire de nos amis, les petits fafous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit: «En gros, me cassez pas les couilles parce que vous aimez pas l'IA. L'IA, pour faire avancer notre projet, c'est super. On n'est pas en train de générer, des trucs débiles. On est en train de virer des failles. On est en train d'accélérer encore une fois le développement de Linux et en tant qu'outil pur et dur là-dessus, eh bien, ça ne me pose pas de problème». Voilà. Linux n'a jamais été un projet social à aucune portée politique. Encore une fois, Linux, et les outils qu'on utilise pour améliorer Linux, c'est juste pour aller au plus efficace et c'est tout. Voilà et donc petit coup de gueule ici de Linus et encore une fois, c'est un point intéressant parce que effectivement, il y a des endroits où l'IA peut être très intéressante. Je pense que, si on arrête de générer des portraits de nous en Ghibli, ça sera pas plus mal. Si l'IA nous aide peut-être à débugger, mieux et bien des jeux ou des programmes, j'ai envie de dire: «Pourquoi pas?» Merci Ed Morban pour le 29e mois d'abonnement. Il faut que je rajoute 20 pompes aussi, hein. Donc heu donc voilà, c'était le petit coup de gueule de Lanus. Lanus, je vous rappelle, qui est un personnage, hein, quand même, hein. Je crois que lui-même s'est excusé d'avoir été un énorme connard pendant des années parce qu'il comprenait pas que, il était câblé un peu différemment et je crois il a fait un mea culpa il y a quelques années, hein, pour dire: «Bah, en fait, en gros, j'ai peut-être été agressif avec tous les gens qui ont bossé autour de moi parce que j'avais l'impression que tout le monde était con. J'ai fait des recherches sur moi-même et je m'excuse», voilà. Mais bon. Débat intéressant autour de la communauté Linux ici et apparemment, c'est un post de Linus qui a fait beaucoup, beaucoup discuter parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, Linux et l'open source, ce n'est pas qu'une technologie, c'est aussi des valeurs de société, des valeurs politiques. Alors que pour Linus, l'open source, c'est surtout le meilleur moyen d'avoir un bon produit, en fait, un bon produit, un bon projet et que la partie sociétale, ils s'en bat un peu les steaks. Hop là! Bref, installer Linux, quoi qu'il arrive, c'est un super OS, peut-être le meilleur et c'est un super projet. Allez, les gens, on va aller sur un petit clavier, voilà. On a baqué le clavier japonais, Keychron japonais avec, quelques personnes du chat là, mais là je suis tombé sur un petit gars qui a lancé un petit projet sur un clavier, qui est pas un clavier split, mais un clavier ergonomique qui est très sympa. Bon, vous allez voir sur son Kickstarter, je suis passé tout à l'heure, il y avait une commande, donc ça va pas être très loin. Mais j'aime beaucoup, 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 le design. C'est la version du Dewald. Vous allez voir ici, c'est un clavier, eh bien, ergonomique. Donc c'est du 4x6 avec une petite scroll wheel au milieu. Là, c'était la V1 qu'il avait fait en bois à l'époque. Et la version a tellement un bon accueil qu'il a fait une V2 ici en aluminium CNC. Alors là, c'est la version évidemment bois, mais il va lancer une version aluminium CNC qui sera évidemment beaucoup plus aboutie. J'aime beaucoup le mapping du clavier, parce qu'encore une fois, vous voyez, il y a le fameux splay de touche qui fait que votre petit doigt part légèrement oups, en fork par rapport à votre index majeur et annulaire. Et ça, c'est très, très agréable. Encore une fois, c'est un truc que je cherche dans les claviers, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ce genre de choses. Il est tout compact, plutôt sympa.
Évidemment, derrière, il passe par, QMK et des solutions assez, standards et assez classiques. Donc c'est plutôt sympa. Est-ce que c'est un clavier avec de la pub à l'installation? Non, je ne pense pas non plus. Il y a 2 U sur son clavier bizarre. Mais non, mais je vous montre son petit, projet ici, je vous le link, hop, le DeLast, donc comment dire? Une sorte de dérivé du Dewald et je trouve le clavier, très, très chouette, très mignon et je pense que le mapping est, très intéressant parce que vous voyez encore une fois, il respecte, on va dire, c'est pas un clavier split, mais il respecte, j'ai envie de dire, et bien, quasiment toutes les cases d'un clavier ergonomique. C'est-à-dire que vous le voyez, il y a évidemment, une arche vers l'intérieur pour l'inclinaison de vos avant-bras. Les 2 touches de fonction qui tombent sous les pouces. Vous avez effectivement, comment dire? Une mise en place ortholinéaire verticalement et un décalage au niveau de la hauteur des colonnes pour la longueur de vos doigts. Vous avez un splay, c'est-à-dire que ça s'ouvre un peu en éventail pour votre petit doigt, aussi votre annulaire et voilà, c'est plutôt sympa et je trouve qu'il a vraiment une très, très bonne bouille. Alors malheureusement, vous allez voir, le pauvre, voilà, il y a un backer et il n'a pas convaincu grand monde, mais je trouvais le projet plutôt chouette et le clavier plutôt joli, sachant que le mec, il a déjà fait un prototype il y a 1 ou 2 ans qui fonctionnait, tout simplement. Donc pourquoi pas ici? Après, j'ai du mal à le voir aller au bout de son truc. On n'a pas encore le clavier parfait, mais on s'en approche. Je vous ai mis le lien vers le Kickstarter si vous voulez, en tout cas, au moins pour votre culture, allez voir ce petit projet. Mais il avait pas mal, comment dire? Il avait pas mal, documenté son aventure sur Reddit. Donc voilà. Je suis même étonné qu'il y ait pas plus de commandes que ça, vu le succès de ses posts sur Reddit. Après, la communauté des claviers ergonomiques split sur Reddit, elle est quand même assez petite et il y a aussi de plus en plus d'offres, on va pas se mentir et commence à y avoir des claviers, vraiment split pour pas cher. Mais je trouvais qu'il y avait un petit charme à ce modèle, voilà. Tu sais de quel modèle s'est inspiré Demande Pédral? Je crois que c'est le DeWalt, DEWALT et là, c'est le DeLast. C'est exactement la même forme que celui utilisé par celle qui traduit en direct les discours du président du Tezotal. Tu veux dire des claviers de dactylo? Peut-être. Alors, maintenant, on a quitté les claviers, on va finir avec, des robots et je voulais vous montrer, alors déjà un petit drone. Je vais vous montrer un drone assez intéressant. Vous allez voir. Alors, vous allez voir. Alors, ce sont ici, des chercheurs, de la Northwestern University qui ont mis au point un drone presque invisible. Alors, quand je dis drone presque invisible, vous allez voir, évidemment le pitch est assez ambitieux, mais l'astuce est plutôt simple. C'est un drone, vous allez voir, qui est fait avec, eh bien, des tiges très fines et qui, en plus de se propulser dans les airs, tourne sur lui-même jusqu'à 25 fois par seconde. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que la technique utilisée pour ce drone pour devenir invisible, elle ne vient pas du fait qu'il est fait avec des matériaux magiques. C'est juste que à une certaine vitesse, à un certain rapport de vitesse de rotation et de finesse de matériaux, nos yeux ne font plus la mise au point dessus et il disparaît. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Vous verrez que c'est évidemment un proto qui est fait par une université et vous dites: «OK, OK». Alors évidemment, je le vois un peu, mais en fait, vous commencez à dire: «Je vois à travers ce drone petit à petit». Effectivement, quand il bouge, on le voit de moins en moins et il y a certaines séquences qui c'est un peu bluffant, en fait et j'ai envie de dire, je trouve ça assez rigolo et donc, on a ici des drones qui, en fait, évidemment, si un jour on arrivait à avoir plus de moyens, on pourrait avoir des drones qui tournent encore plus vite sur eux-mêmes, qui sont faits avec des matériaux peut-être transparents, par exemple, des matériaux encore plus fins, parce que vous voyez qu'ici, c'est du bricolage, évidemment, sur la batterie et le reste, ce qui fait qu'il y a une traînée qui est un peu voyante. Mais sur certains moments, c'est un petit peu intéressant. Alors, l'autre point où, évidemment, ce n'est pas du tout invisible, vous allez voir, c'est le boucan, parce qu'évidemment, c'est fait avec 3 bouts de ficelle. Et si je mets le son qui va avec, ah, donc ouais, donc vous voyez qu'encore une fois, tout n'est pas gagné. C'est évidemment un travail de recherche, hein, c'est pas un drone, encore une fois, qui va tout de suite être vendu aux forces de l'ordre américaines pour venir vous espionner de manière invisible. Mais voilà, l'idée, c'est que à une certaine vitesse de rotation et une certaine finesse, eh bien, nos yeux ne font plus trop la mise au point. On commence à voir à travers, à voir légèrement flou et on peut en abuser là-dessus. Donc ça, je trouvais ça assez cool, bien sûr.
Mais vous voyez qu'à la base, bon, c'est des chercheurs, vraiment, regardez la tête du drone, vraiment le truc il est fait à l'arrache, mais quand on voit le drone, tous les câbles, et les segments qui le propulsent, c'est vrai qu'entre ça et ce qui devient quand il tourne sur lui-même, globalement, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Est-ce que l'œil humain voit en 25 images par seconde? On va pas commencer à rentrer dans ce débat. Évidemment. Non, non, c'est juste qu'à un moment, ton œil, apparemment, s'il n'arrive plus à bien voir, il a la flemme de faire la mise au point ou le focus, on va dire. Mais si encore une fois, il y a pas de notion de mise au point et de focus comme sur un appareil photo, là-dessus. C'est la cape d'invisibilité. Il doit être énergivore pour tourner aussi vite, j'imagine. Encore une fois, ce sont vraiment des chercheurs et des étudiants d'université qui l'ont fait et je peux pas vous en donner plus. Mais enfin, j'imagine à des fins militaires, des drones d'espionnage qui seraient plus silencieux, mais qui seraient aussi très, très peu visibles pour des œils humains ou des caméras, pour venir survoler des endroits, par exemple, pourquoi pas? Je sais pas trop. Je trouvais ça assez intéressant. Donc ce petit drone, je vous remets le lien dans le chat. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Voilà. Et enfin, on termine avec des robots humanoïdes parce que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu des robots humanoïdes. Et donnez-moi 2 secondes, je vais les ouvrir ici. Voilà, c'est une marque qui s'appelle Ubitech et qui est une énième start-up chinoise de robotique qui est toujours très impressionnante et qui a fait, une sorte de grand raout annuel, ils ont annoncé plein de trucs avec 3 grosses nouveautés. La première, c'est qu'ils vont lancer le premier robot humanoïde en production de masse. Donc là, on parle de robots vraiment qui sortent, à la chaîne non-stop et cetera, ce qui est un peu impressionnant, mais c'est plutôt impressionnant d'un point de vue usine. Mais évidemment, ils ont montré 2 nouveaux projets pour faire le buzz et le premier, c'est la première ligue de robots de combat avec leurs propres robots. Oui, tout à fait. Je vous le mets en plein écran ici. Hop, vous avez, eh bien, des robots. Alors là, c'était une démonstration entre 2 robots qui, vous voyez, ils sont 100 autonomes, donc évidemment, il y a des moves qui sont un peu débiles, mais enfin, en termes de comportement, mais ils ont des moves, ils font des retournées 360, ils retombent sur leurs pattes, ils prennent un coup dans la tête et ils se relèvent. C'était assez impressionnant à voir, mais c'est toujours un petit peu débile. Je vous mets un petit peu de son. Hop, et c'était marqué au point et ils vont ouvrir une ligue annuelle, évidemment, qui va se jouer sur la programmation et l'optimisation de ces robots. Mais vous voyez, on est quand même sur des robots qui sont facilement aujourd'hui trouvables, fabricables, qui fonctionnent sans câble, en autonomie à 100% et qui sont à la fois un peu ridicules, vous voyez, pour réagir vite ou se trouver les autres, mais qui, d'un point de vue mouvement, sont déjà très impressionnants. Ouais, ils ont plus de mal à se trouver que vraiment à frapper. Oh là, mais vous voyez, ça fait des moves quand même impressionnants. Et toujours pareil, il y a ce côté vraiment, cette petite science-fiction du dimanche après-midi qui est en train de devenir réelle. Mais voilà, ça ressemble vraiment à un film de série Z, mais c'est quand même la réalité. Bref, c'est évidemment un coup de pub pour la marque Ubitech. Et le but du jeu, ce sera à la fois de faire connaître leurs robots et à la fois eh bien, de les faire évoluer le plus vite possible avec ce genre de tournoi qui va pousser encore une fois l'innovation. Ils se mettent des vrais beignes, hein, je vous jure que des fois ils se mettent des vrais beignes, mais ils ont encore un peu de mal des fois à se trouver des sens. Ouais, ah, ça a mis un petit crochet, tu vois? Si le robot il avait eu du foie, il aurait eu mal au foie là. Bon, elle a pris cher. Voilà, il y a des points. Bon bref. Donc voilà pour cette petite bataille. Effectivement, encore une fois, pour l'instant, on est plus impressionné par le côté, comment dire? Le côté, plutôt, mécanique. Le fait de pouvoir faire des 360 retournées, de retourner sur ses pattes, de tomber au sol, de s'ajuster et tout. De prendre des coups et de se relever, c'est quand même assez fou à voir. Pour le reste, on repassera, mais j'imagine encore une fois que ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans, on sera en mode: «Ah oui, ça a déjà fait des gros progrès». Déjà, là, je vous rappelle qu'il y a encore, 1 ou 2 ans, quand on essayait de se faire combattre des robots entre eux, ils tombaient au sol. Donc bon bref, voilà. Vous vous rappelez des compétitions de robots foot qui faisaient rigoler tout le monde avec des robots qui bougeaient à 2 à l'heure pour essayer de pousser un ballon et qui ne voyaient rien? Vous voyez déjà ce qu'on est en train de faire en 2026, quoi. Mais évidemment, ce qui nous intéressera plus, nous, personnes hautement humaines, ça va être d'avoir des compagnons robots, bien sûr. Et voici, le robot U1 Pro de chez Ubitech qui a été présenté aussi, à ce grand raout. Et attention l'Uncanny Valley, j'espère que vous avez pris un pique-nique, on va faire une grande randonnée, mettez les chaussures, mettez vos sacs à dos ultralight, c'est parti avec, le UB1 Pro. Incroyable. Désolé pour les gens qui sont en stream vertical, ils voient pas le l'asset.
avec de la bonne techno. Je vais vous épargner la techno. Oh là là, oh là là là. Je vais me remettre en 2 tiers, 1 tiers pour que les gens en vertical puissent profiter évidemment de ce rendu. Oh là 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 là, j'ai hâte de me faire câliner un dimanche après-midi avec, mon Cloud Strife, mort de l'intérieur. Alors évidemment, vous voyez, c'est quelque chose qui a été scénarisé et clippé. Voilà, on attendra de les voir dans des situations réelles. Oh là, on dirait les affiches de bars à hôtesses et à hôtes, au Japon du futur. C'est juste, et donc ce qui est intéressant, c'est que encore une fois et comme prévu, d'après l'article qui m'a mené vers ces robots, oh ce regard, je suis hanté déjà. On a la miniature YouTube, hein, on a la miniature YouTube, elle est garantie. À la base, c'était des robots qui étaient là pour faire vos tâches ménagères et ils se sont rendus compte après, des premiers tests et des retours consommateurs que, bah, c'était plutôt du compagnonnage que les gens cherchaient et donc ils ont, remaquillé, j'ai envie de dire relooké et revendu ces robots comme quelque chose qui sont plutôt des robots de voilà, de com les soirées s'annoncent, glauques. C'est quand même moins de que les trucs d'il y a 4-5 ans, des Watcha. Ouais, tout à fait. En fait, encore une fois, c'est comme quand je vous ai montré les robots humanoïdes qui se sont fightés entre eux, il y a un côté un peu comique, mais encore une fois, rappelez-vous des 1 tournois de combat de robots ou de robots foot, c'était des trucs qui avançaient à 2 à l'heure et qui tombaient au sol tout seuls et qui étaient avec des câbles ou des opérateurs parce qu'ils étaient les batteries tenaient pas. Là, je vous ai quand même montré des robots qui, pendant 5 minutes, volent dans les airs, font des coups de capoeira, prennent des coups, gardent l'équilibre et tout et évidemment, c'est loin d'être parfait, mais je vous parle d'une fenêtre de 2-3 ans. Donc, c'est assez fou et là, pareil, encore une fois, il y a un côté évidemment super malaisant dans ces robots. Et je pense qu'encore une fois, sur l'expression des visages, il y a un truc qu'on ne pourra jamais vraiment battre, et il y aura toujours un côté real doll qui sera là. Mais vous inquiétez pas qu'à certaines personnes, ça leur ira déjà très, très bien. D'un côté, ça peut occuper les incels. Ouais, ouais. Oh là 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 là. Quel enfer, quel enfer. Petite ambiance, hein, petite ambiance, écoutez, alors si j'ai bien compris, ça va coûter entre alors 17 000 et 175 000 tarif chinois. Donc je ne sais pas quel est le niveau qui fait passer un robot de 17 000 à 175 000 mais j'imagine les options qui vont avec. J'ose pas trop imaginer, mais mais voilà. Bref, on aime ou pas? Ça c'est l'Uncanny Valley qu'on aime. Ça c'est l'Uncanny Valley qu'on aime et et justement pour cette histoire de compagnonnage et de solitude, qu'on va venir, tromper avec, de la technologie, heu, justement j'ai pas eu le temps de le lire donc je l'ai mis de côté mais je voulais pas le faire. J'avais vu une étude un peu terrible sur, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Je vais le trouver dans quelques instants. Sur justement, encore une fois, la très jeune génération qui, eh bien, se drogue peut-être avec des petites amies et des petites amies, j'ai envie de dire, voilà, je l'ai. Je vais retrouver le lien. J'ai pas eu le temps de le lire, mais article du Télégraphe, la terrifiante, montée des enfants, donc des enfants qui vont encore à l'école élémentaire, qui font des petites amies en IA. Voilà, donc déjà qu'on a une petite, salut, je suis un corbeau. Déjà qu'on a une petite, tendance sur cette Gen Z à des retours en arrière et pas les meilleurs parce qu'encore une fois, il y a eu j'ai envie de dire les retours en arrière pour dire on va se déconnecter un petit peu, mais on va pas se mentir, il y a aussi ce truc qu'on n'avait pas trop vu venir, c'est que comparé aux millennials, aux générations d'avant, les jeunes hommes sont beaucoup plus masculins et beaucoup plus machos que leur génération précédente. Il y a une grande peur, heu, enfin, une grande peur. De toute façon, la peur est quelque chose qui, je pense, anime beaucoup d'hommes de toutes les générations et avec des grandes conséquences, on va pas se mentir. Mais cette peur de la génération Z, c'est aussi traduit, eh bien, par un retour à des discours évidemment masculinistes, des discours un peu machos, des discours un peu, poujadistes et un peu rétrogrades et là, vous voyez ici, j'ai pas pu le lire encore une fois, mais on parle d'une tendance d'enfants qui, dès l'âge de 12 ans, sont dans des, relations romantiques avec des chatbots et évidemment, cela aura des conséquences sur leurs relations avec des vraies femmes. Ça touche aussi beaucoup les filles et pas seulement les garçons, dit Alcyon. Alors, il y a un marché, tout à fait, il y a un marché pour le compagnonnage pour les jeunes femmes et même les adolescentes, mais le problème qu'on a actuellement, c'est que la violence sexiste s'exerce dans à peu près un sens. C'est que l'immense majorité
des victimes de violences sexistes et de comportements sexistes sont des femmes et aussi des hommes. Mais la plus grande majorité encore des coupables des violences et des comportements sexistes sont évidemment des hommes. Donc c'est là aussi où il y a un problème qui se pose, c'est que, bien sûr que le compagnonnage technologique va prendre de l'ampleur avec le temps et encore une fois, on n'a pas attendu l'IA, on n'a pas attendu, les robots hyper, pour que des gens, fantasment sur des coussins à taille réelle ou des real dolls par exemple ou soient amoureux de leurs jeux vidéo. Ça a toujours un peu existé. Pas de souci. 2D supérieur à 3D, hein, le fameux slogan de la grande époque. Mais, les situations des femmes dans le monde et des hommes dans le monde, on va dire, dans le monde, qu'on connaît, ne sont évidemment pas équivalentes du tout. Et donc c'est vrai que se dire qu'on a déjà une Gen Z qui en partie chez les jeunes hommes a beaucoup reculé, par rapport au progressisme qui animait leurs aînés, ça fait peur et savoir que là, il y a des préadolescents qui vont commencer déjà à partir dans dans des relations irréelles et des comportements irréels aussitôt dans leur vie et dans leur construction. J'avoue que c'est pas une tendance qui me fait un peu rêver, quoi. Donc ouais. J'ai pas, donc encore une fois, je n'ai pas pu lire l'article. Je vous le montre là parce que je m'étais mis de côté le temps de le lire un jour. C'est juste que comme on a discuté là de nos robots compagnons, en Chine, ça me fait penser à cette news. Mais voilà, donc j'essaierai d'aller, choper une lecture de ça, si j'ai un accès et si c'est intéressant, je reviendrai vers vous pour en parler. Gwynia qui dit: «Après cette AI girlfriend enseigne le consentement et éduque les gosses, ça peut peut-être aider». Mais le problème, c'est qu'actuellement, la plupart des chatbots déjà sont plutôt, codés, ou appartiennent à des boîtes de technobros, on va pas se mentir. Donc déjà, la manière dont sont vus ces compagnons et compagnonnes, bon, voilà, il y a un petit biais et en plus, encore une fois, aujourd'hui, elles sont plutôt là pour, répondre à tes demandes plutôt que plutôt que de te critiquer, on va dire de manière constructive ou de t'aider à être une personne, mieux, j'ai envie de dire. Et encore une fois, concept bien, bien flou. Mais, c'est très, très compliqué. Est-ce qu'on aime les news tech aujourd'hui les gens? Je pense que demain on va jouer aux jeux vidéo parce que heureusement que demain il y a un très beau téléphone qui va être montré. D'ailleurs, il faut que je continue à harceler mon ami de chez Samsung pour, avoir des news sur quelque chose dont je peux évidemment pas vous parler avant demain 15 heures. J'imagine bien que vous ne vous doutez pas du tout de quoi je parle. Bref, on adore. On adore ou pas? Alors, je finis sur, je voulais aussi vous parler de la dernière nouveauté de Donald Trump pour faire du délit d'initié littéralement à ciel ouvert, mais via son réseau social, mais on va pas y aller parce que franchement, sinon je pense que je vais, tout péter. Dernier point, parce que pareil, je m'étais mis de côté, je pensais pas en parler, mais vu qu'on est dans le sexe et l'IA et les technologies, et ben, parlons aussi de ça. Et on va parler ici, du créateur de pas de Tinder, c'était du créateur de bref, il y a un mec qui a créé une application de rencontre qui a bien marché. C'était après Tinder, c'était peut-être Bumble, mais je suis pas sûr à 100. Et qui a créé, Hinge, c'est peut-être Hinge, ouais, c'est Reddit, je pense que c'est Hinge. Donc le créateur de Hinge, qui a revendu Hinge à Match Group, qui, je pense Match Group aujourd'hui détient 90 des sites de rencontres dans le monde, hein, parce que je ils ont Bumble, Hinge, Fruitz, Tinder évidemment, Mythic et compagnie. Bref, il a monté une nouvelle, application de rencontre, voilà. Ah non, c'est pas ça, c'est pas Roost, pardon, attendez, désolé, attendez, je me trompe. Ah, mince, c'est Overton? Ah voilà. Alors, c'est Overton. Je vous parle de Roost après, histoire de faire un truc rigolo. Pardon. Je vous la refais donc, même histoire, mais c'est pas, Roost, c'est Overton. Voilà, donc le créateur de Hinge, effectivement, il a lancé, eh bien, un nouveau site de rencontre en juillet 2026 et quel peut être le pitch d'un site de rencontre en juillet 2026, mesdames et messieurs? Évidemment, c'est l'IA. Bah oui, évidemment, évidemment. Alors, il le promet ici, évidemment, ce n'est pas de vous mettre en contact avec des IA et des chatbots, mais c'est de laisser l'IA faire le tri pour vous. Voilà. Évidemment, comme tous les technobros, ils nous expliquent que les applications de rencontre jusqu'alors, c'était le brouillon de ce que devraient être des applications de rencontre, c'est-à-dire c'était très peu d'algorithmes, c'était beaucoup de swipe et c'était en gros, tu mettais des photos et une bio et après tu rentrais dans un marché du sexe et de la séduction qui était absolument catastrophique, voilà. Que tu sois une femme
qui se fait sauter dessus par 300 mecs, au moment où tu arrives sur le site, ou que tu sois un mec qui te fait ghoster 300 fois par le monde entier quand tu arrives sur ce genre de site. Bref, on a tous testé et donc là-dessus, on est assez d'accord que toute la génération des sites de rencontres de type Mythic, Tinder et tout, elle avait clairement des limites et donc lui, ce qu'il explique, c'est que pour contrer ça, on va utiliser de l'IA, on va rentrer des informations sur nous très intimes. Où est le problème? What could go wrong, mesdames et messieurs? On va répondre donc à plein de questions. On va, donner nos préférences. Les questions sont un peu ouvertes, genre, heu «Qu'est-ce que tu ferais si, un match de foot était annulé? Est-ce que tu irais plutôt manger une pizza ou faire du skateboard?» Voilà, le genre de questions un peu, voilà. Et évidemment, l'IA va mouliner toutes vos réponses, toutes vos réponses. Évidemment, j'imagine qu'ils vont vendre les informations à un data broker plus tard, mais bon bref, ça, c'est pas le problème. Et évidemment, ensuite, l'IA va vous proposer des profils intelligemment qui pourraient correspondre à vos valeurs de vie. Voilà, comme le fameux site de rencontre Femmes de haute valeur. C'était ça le site de rencontre de Thaïs Descuffion? Je sais plus. Incroyable. Résultat de l'IA, 80 des mecs sont indateables. Je pense que c'est un 80 c'est conservateur. Donc voilà. Overton n'est pas une application de dating. Je veux dire que c'est pas une plateforme sociale avec des profils qui réduisent les gens à des stats, des, 2-3 petites, citations et des photos. Voilà. Il n'y a pas de feed, d'algorithme de feed opaque. Le mec, il te met de l'IA dans la gueule après, hein. Voilà. Overton est un service. Nous sommes là pour connaître les personnes profondément, apprendre d'elles, venant d'elles, voilà, en écoutant leur propre histoire unique. Et après, on balance tout dans la moulinette de l'IA, bien sûr, pour, que les gens se rencontrent. Incroyable. Voilà, Overton, j'ai bien sûr hâte de me retrouver à la fin avec une recommandation pour dire: «L'âme, vu, tous tes goûts et tes demandes, on te on va te présenter 3 robots de chez Ubitry». Voilà. De rien. Merci beaucoup, c'était Overton. Bon, du coup, je finis avec mon dernier réseau social qui est quand même plus cool que ça, hein, qui est beaucoup plus drôle, et qui du coup, du bullshit, mais premier degré, mais qui est très drôle. Pareil, des gens qui disent: «Attendez, les réseaux sociaux, c'est débile, ça va trop vite. Retrouvons le temps d'antan», un peu comme il y avait les fameuses applications de photos qui vous obligeaient à faire 36 poses pour développer vos photos, fallait attendre 2 jours. OK, pourquoi pas. Il y en a une qui m'a fait beaucoup rire, s'appelle Roost ici. Et Roost, c'est quoi? Eh ben, c'est des pigeons virtuels, voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que Roost, eh bien, utilise votre géolocalisation et attention, bien sûr, Roost respecte votre vie privée, donc juste vous et la personne à qui est sur votre liste d'amis. Et en gros, quand vous envoyez un message à la personne, suivant la distance, enfin, suivant l'endroit d'où vous envoyez le message et suivant là où la personne se trouve, Roost va calculer à vitesse de vol d'oiseau qui est à peu près 30 km/h, 24 heures sur 24, on va un peu simplifier les calculs, le temps que ce message mettrait pour arriver à la personne. Voilà. En plus, on peut collectionner des oiseaux, c'est incroyable. Et voilà, le truc, c'est juste eh bien, d'envoyer des messages avec la vitesse vraiment d'un pigeon voyageur. Et donc, on ne va pas évidemment s'amuser à spammer. Personnellement, je trouve ça assez drôle. Je trouve ça assez drôle. Et pour les gens les plus jeunes d'entre vous dans le chat, parce que moi je suis vieux, qui n'ont jamais testé des correspondances en temps non réel, genre, moi, j'ai eu des correspondances avec mes petits correspondants, je sais plus, j'avais un correspondant en Allemagne quand j'étais en primaire, où on s'envoyait une lettre toutes les semaines. Donc tu envoies une lettre, tu dis: «Bon, bah, dans 4 jours, il va la recevoir», donc peut-être que le lendemain, il va répondre, donc il l'enverra et donc il faut ajouter encore 4-5 jours pour la recevoir. Donc quand tu envoies une lettre à quelqu'un pour dire: «Bonjour, Gunther, comment vas-tu depuis notre semaine en classe verte? Est-ce que tes parents, te servent toujours des pâtes à la saucisse? Est-ce que tu, n'as pas perdu ton jouet?» machin et tout, et ben, tu avais la réponse 2 semaines plus tard: «Salut l'âme, et toi, comment vas-tu?» et cetera. Et c'était le seul moyen de communiquer, à moins qu'on soit des riches et qu'on puisse appeler à l'étranger avec nos téléphones filaires, mais là, c'était évidemment un autre délire. C'était réservé aux gens les plus riches. Et je connais plein de gens qui n'ont jamais fait de correspondance. Je ne parle pas d'envoyer une carte postale de vacances, hein, parce qu'envoyer une carte postale de vacances pour dire gros bisous depuis la motte, la grande motte, très bien, il n'y a pas de souci. Non, je parle de correspondance via lettre. Des bisous à Fibre Tigre, évidemment, qui est en train de
d'avoir des rêves fiévreux de timbres qui se négocient à 100 fois leur prix. Mais je pense qu'il y a pas tant de gens que ça qui ont eu des correspondances par lettres. Voilà. Je suis même assez vieux, je suis même assez vieux pour avoir, eu une petite copine avec qui on s'écrivait surtout par lettres. Voilà, le fameux amour de vacances et après, ben, on se quitte et on se promet de s'écrire. Je l'ai eu moi ça et tu sais pourquoi ces relations ne durent jamais? Parce que franchement, tu écris 1 lettre enflammée, 2 lettres enflammées, puis après en fait, il s'est déjà passé un trimestre avant que tu aies une troisième réponse pour dire: «Et qu'est-ce que tu portes?» Donc voilà, bref. C'est c'était assez je pense que c'est assez irréel pour beaucoup de gens aujourd'hui de se dire qu'il y a des gens qui ne communiquaient que comme ça. Ah, raconte-nous encore une histoire d'avant internet. Bah ça. Moi je suis passé par les lettres, pour avoir quelques correspondances. Encore une fois, pas beaucoup de correspondances parce que je fais partie de la génération qui a aussi grandi avec le téléphone. Donc, on pouvait pas appeler souvent au téléphone parce que ça coûtait cher. Il y avait une ligne par foyer, c'était compliqué. Mais je fais partie des gens, j'étais assez geek, donc en 96, j'ai eu mon premier téléphone portable, pour ma dernière année de lycée et d'ailleurs ça servait pas à grand chose parce que, bah, aucun de mes potes avait de téléphone portable, donc j'étais le premier à l'avoir acheté, mais voilà. Puis après le fameux, heu, ça c'est des trucs que les moins de 20 ans même les moins de 30 ans ne peuvent pas comprendre. Mais la révolution d'avoir l'internet illimité avec AOL ou la révolution d'avoir les appels illimités à partir de 20 heures chez SFR, c'était hystérique de se dire: «Attends, on peut se parler là, on peut se parler toute la nuit si on veut». Ouais. Ah ouais. Avant ça, c'était un luxe, les gens. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'était un luxe. De pouvoir avoir ta ligne de téléphone à toi, sans compter les minutes. Forfait Millennium, dit ça tout à fait, le forfait Millennium. Il y a des gens qui voulaient me racheter mon forfait Millennium 4 à 5 fois son prix, parce que le forfait Millennium, c'était une ruine pour SFR. C'était une ruine pour SFR. Il y a des gens, des fois, je m'amusais avec ma pote crush de l'époque. On s'appelait à 20 heures et on laissait le téléphone allumé toute la nuit. Voilà, juste pour dire, bah, on s'endort finalement pas loin de l'un de l'autre, tu vois. Et après, il fallait se réveiller avant 8 heures parce qu'à partir de 8 heures, ça redevenait payant. Voilà, c'était ce genre de délire. Bon, bref. Donc, moi, j'ai vécu l'accélération des communications et le fait de dire: «Oh, attends, je peux communiquer quasiment sans limite en temps réel». C'est un délire. Effectivement, il y a les forfaits, les SMS illimités, mais pareil, les plus vieux ont connu aussi les messengers. Donc, les tam tam et les tabous, ça coûtait genre 2 € le message avec 4 textes ou 8 chiffres. Il fallait vraiment avoir une urgence ou envoyer un mot d'amour que la personne voulait garder pour dicter le message à la téléopératrice, pour dire, «Bonjour, oui, alors, j'ai droit à quoi j'ai ouais, d'accord, 9 signes? OK, dépêchez-vous parce que dans 1 minute, je vais prendre 3,14 € en plus dans la gueule. Alors, bébé, ouais, bébé espace, je t'aime. JT ap non, en 3 lettres, moins de lettres, s'il vous plaît. Voilà. Au revoir, merci beaucoup madame. Tac. C'était ça, être un lover en 94 ou 95. Voilà. Donc, c'était Bouygues ce forfait. Non, le premier forfait limité qui a fait, qui a explosé, qui a explosé le cerveau de tout le monde, c'était le forfait Millennium d'SFR. C'était illimité 20 heures et week-end. Oui, 20 heures et week-end. Donc voilà. Et donc c'est intéressant parce que, évidemment, je suis trop jeune pour avoir fait la communication via pigeonnier et faucon. Mais je me dis, il y a quand même des gens qui ne vivaient que de trucs qui étaient livrés, en carriole avec des courriéreurs et avec des oiseaux, quoi. Donc, ça peut être, je trouve, assez drôle si vous avez des bons potes de dire: «Viens, on se met sur Roost et on s'envoie des messages, à vitesse d'oiseau». Je trouve ça plutôt cool et évidemment, vos messages, votre manière de vous exprimer change complètement parce que quand on n'est plus dans l'immédiateté, en fait, on ne dit plus les mêmes choses. Vous imaginez bien qu'on envoie un pâté pour raconter un peu toute sa life et qu'il y a pas de: «Et au fait, tu manges quoi ce soir?» Ça n'existe plus alors que, ouais, nos discussions actuellement sont des discussions beaucoup plus morcelées avec des messages qui font une ligne ou 2 lignes. Allez, au pire, un vocal de 30 secondes qu'on peut s'envoyer quand on veut parce que c'est normal. C'est comme si on avait la terre entière en accès, voilà, il y a aucune exceptionnalité là-dedans. Donc même la manière de parler, les propos, le vocabulaire change beaucoup et donc voilà. Ça peut être une expérience vraiment sympa de de vous dire: «OK, tu sais quoi? Cet été, on va parler que via Roost». Alors faites pas ça avec une personne qui partage votre vie parce que ça va être compliqué pour les courses et les gamins. Mais voilà, pour des potes qui sont un peu éloignés, ça peut être pas mal. C'est pareil pour les SMS qui coûtaient 20 centimes début 2000. C'est pour ça qu'on écrit avec le moins de lettres possible, dit Alcyon. Ah bah ouais, de toute façon les SMS c'était,
C'était 160 signes, les SMS, les fameux 160 signes magiques. Donc, il fallait pas que tu dépasses les 160 signes. Donc effectivement, le fameux langage SMS qui était vraiment horrible et qui était très cool pour nous à l'époque parce qu'évidemment les vieux ne comprenaient rien au langage SMS. Heu, il a été très utile. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que Twitter à la base c'était, non, c'était 140 signes. Un SMS, c'est 160 signes pour Twitter, je crois. Bref, parce que Twitter était fait pour que tu puisses caler un SMS dans un tweet avec en plus le nom de la personne avant. Bref, voilà. C'était drôle, c'était drôle. Je ne sais pas s'il y a une limitation ici. Mais d'ailleurs, Twitter en soi était un point qui était intéressant parce que Twitter est arrivé à un moment où, justement, on était, obsédé par l'internet infini et en fait, Twitter a été une des grandes, comment dire? Un des premiers réseaux qui était vraiment contraint, quoi. Vraiment très, très peu de signes, très peu de temps. Puis après, il y a eu Vine et tout et cetera. Mais c'est vrai que Twitter a été un des premiers réseaux qui a créé des contraintes très, très fortes et ça ne nous a pas trop choqué à l'époque parce qu'encore une fois, on sortait du SMS. Encore une fois, beaucoup de gens communiquaient par SMS. Mais c'est vrai que pour les gens qui, comme moi, bloguaient ou faisaient des posts sur Facebook, c'était drôle de se dire: «Oh là là, je me retrouve limité à 180 signes, 160 signes. Oh, qu'est-ce que je vais faire?» Alors, petit sondage dans le chat. Je vous parle en termes de correspondance. Je vais voir votre âge. J'ai connu la poste, donc vraiment des correspondances via courrier, des correspondances, hein. J'ai connu la poste, j'ai connu les SMS et en tant que correspondance, on va dire principale. Évidemment après les chats parce que assez vite sont arrivés aussi les chats. Hop. C'est quoi cette gourde de compète? Une gourde que j'ai achetée il y a 10 ans de chez Sig. Très bien, ça s'ouvre à une main. Si j'arrive à enlever la sécurité. Pratique. Hop! Kip qui dit: «Moi, j'avais des téléphones Siemens qui permettaient d'envoyer des textos gratuits en annulant l'envoi au bon moment, tout le monde me le taxait en classe». Waouh, je connaissais même pas. Incroyable. J'ai quand même plus utilisé les mails que les courriers. Bon, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont utilisé principalement le courrier écrit dans ce chat, hein, on va pas se mentir, mais est-ce que c'était une période de votre vie? C'est ça ma question. Est-ce que ça a déjà été une période de votre vie? Je veux bien savoir. Alors, je vais faire un peu tout ça. Carte postale. Alors, carte postale, ça compte si c'est une correspondance parce qu'encore une fois, aujourd'hui encore, des gens qui envoient des cartes postales de vacances, ça se fait. Moi, je vous parle de correspondance, c'est-à-dire vraiment d'avoir des dialogues avec une personne. Parce que la carte postale, one shot d'anniversaire, d'annonce de naissance et tout, pour moi, ça ne compte pas, c'est pas j'appelle pas ça une correspondance, quoi, voilà. Frère si j'écrivais des lettres aux copains et copines du camping quand j'étais gamin, c'était drôle. Bah, moi, j'étais, oh putain, c'était un de mes points forts parce que j'étais très bon en rédaction. J'en ai fait mon boulot d'ailleurs. Donc moi, quand j'envoyais des lettres, elles étaient pas mal, quoi. Elles étaient bien taffées mes lettres et cetera. Je peux vous dire que la personne qui les recevait, j'étais là genre, je t'ai mis bien, quoi. Je t'ai mis bien, c'est bien écrit, c'est intense, il y a de l'info, c'est bien construit et tout. C'était un peu la newsletter avant l'heure, quoi. Mais on y mettait, pour les gens qui ne savent pas, quand tu écrivais, quand tu faisais des correspondances sur notamment des cartes postales, moi j'avais des sortes de traits que je faisais au crayon à papier pour commencer déjà à donner un peu les parties pour dire que je déborde pas trop parce que j'aurais plus la place d'écrire la fin de mon texte, quoi. Il fallait un peu savoir, c'est un peu les 160 signes des SMS, c'est une carte postale. Et donc on a tous fait la ligne qui dépasse sur l'adresse sur la partie droite de la carte postale. Et tu fais pas tes SMS pareil, Lamua? J'ai tendance à plutôt soigner mes correspondances écrites quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, comme je me suis beaucoup retiré, des réseaux et de la messagerie et cetera, je suis plutôt tendance à accuser de réception de quelque chose plutôt que d'envoyer des pâtés, dans des WhatsApp et cetera, tu vois? J'ai tendance à être beaucoup moins, volubile, on va dire, à l'écrit qu'auparavant. Parce que comme beaucoup de gens, je pense que j'ai trop donné, que j'ai fait un, j'ai fait une petite indigestion de moi-même, quoi. Hitori qui dit en cinquième, j'avais un correspondant qui était dans un pays africain. Je me souviens même plus. Ouf, honte sur moi. On s'est écrit 4 ou 5 fois. J'ai kiffé trop les enveloppes internationales. Non mais, on collectionnait les enveloppes et les timbres. Ah ouais, 70 des gens ont quand même connu les correspondances par la poste. Ah, il y a vraiment beaucoup de vieux dans le chat, hein. Aïe, 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 aïe. On est vieux. On est très, très vieux. Terrible. Alors, hop, youps. Les SMS, c'est arrivé tard. Les SMS, ouais, ça dépend des gens, mais pour moi, les SMS, c'est quelque chose qui est moi, les SMS, il y a un côté genre 95-2005, les SMS, quoi. Parce que à partir de 2000, je pense qu'à partir de 2000, on est rentré dans l'ère des chats pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire vraiment ICQ, Messenger, AOL Messenger,
et ensuite, les chats dans les réseaux sociaux et cetera. Je pense que les années 2000, ça a plutôt été les chats. Le SMS est resté très puissant, notamment en France d'ailleurs, parce qu'en France, encore une fois, n'oublie pas qu'on a eu des forfaits très, très agressifs sur beaucoup de choses, hein, sur les temps de communication vocale, sur les SMS et tout. Mais mais dans beaucoup de pays, les SMS, c'est resté payant à l'unité ou au pack, hein, donc c'est un peu compliqué. C'est quoi votre prédiction sur le futur des correspondances? Demande Zeringer. Je pense que ce qu'on a actuellement, c'est assez avoir une messagerie qui te permet de faire passer des vocaux, des vidéos et des écrits dans la même messagerie, ça me paraît assez définitif, je trouve, personnellement, en termes d'échange. J'imagine pas une nouvelle manière de communiquer, encore une fois, l'audio, la vidéo et l'écrit ont toujours, fonctionné, l'image. C'est juste que leur manière d'être propagée, c'est vachement accéléré, mais en soi, à la fin, on retombe toujours sur l'écrit, l'image, et l'audio, quoi. Retour en force du pigeon avec l'effondrement de nos civilisations, dit, Panix. Bah, peut-être, hein, peut-être abonnez-vous à ma chaîne Roost. Voilà, Roost Gold pour obtenir mes messages livrés pas par pigeon, mes messages livrés par, faucon, bien sûr, avec Roost Gold. Code créateur Lamur.